Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'histoire et de wargame, bienvenue dans cet alinéa. On adore faire des alinéas. C'est une émission où, quand on sort, on a l'impression d'être beaucoup plus cultivé et intelligent qu'avant. Et tout ça grâce aux invités que M. Guillaume, ici présent, nous propose. Et cette fois-ci, nous avons M. Frank Stora. Son nom est sur des tas de livres très très épais qu'il a écrits avec d'autres camarades. Comment ça va bien, M. Frank? Ça a l'air? Ça se passe bien. Pour le moment, c'est que le début, oui, tu vas voir. Je sais que M. Guillaume t'a prévenu que je n'y connaissais rien à rien, donc il va falloir me parler, tu vois, comme un être qui a besoin de plein de repères. Lentement, on éplant c'est ça? Pardon? Lentement, on éplant. Oui, bien sûr, lentement, oui. Monsieur Guillaume, comment vas-tu bien? Très bien, très bien. On a aujourd'hui la possibilité d'aborder un des sujets les plus intéressants de l'histoire de France contemporaine. La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, mais surtout, et c'est pour ça que Franck va nous en parler, et si la France avait continué la guerre, parce qu'il y a un postulat qui consiste à dire depuis de nombreuses années que la défaite de la France en 1940, c'est inéluctable, on ne pouvait pas rien faire contre. Eh ben, on va se rendre compte à travers justement différentes études et tout le travail que l'équipe de Franck et ses amis ont effectué que ce n'est pas le cas et que la théorie pétainiste, notamment, qui consiste à expliquer cette défaite et donc l'armistice, elle ne tient pas vraiment la route si on rentre dans les détails, notamment de l'histoire politique. Et donc, moi, j'avais trouvé que ce sujet était particulièrement intéressant pour nous, Français. Bien sûr. Et donc, j'ai demandé à ce qu'un spécialiste vienne l'expliquer avec ces mots pour remettre l'histoire dans ce qui aurait pu devenir une nouvelle histoire de France. Dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est vrai que l'histoire, en fait, on peut y mettre un S, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et souvent celle qu'on nous raconte, comme dit cette grande phrase, elle est écrite par les vainqueurs, souvent, ou par ceux que ça arrange. Donc, surtout par ceux que ça arrange. Surtout par ceux que ça arrange. Donc manifestement, il y a d'autres alternatives. Et c'est un travail donc, qui a été mené par Jacques Sapir, Frank Stora et Loïc Mahé. Vous êtes quoi, des historiens? On n'est absolument pas historien, puisque on est économiste, médecin, informaticien. Ah oui. Et si on tourne la page, qu'on voit sur la page de garde, et qu'on voit tous les copains qui ont travaillé avec nous, là-dessus, on trouve... Voilà, c'est ça. On trouve toute une liste de gens épatants, passionnants, dont les professions vont de gestionnaire SNCF jusqu'à journaliste AFP, en passant par... on a même des militaires, on a même des historiens, mais ils se cachent. Ah ouais. Oui, historiens spécialistes du XIVe siècle. Alors ils se cachent parce qu'ils sont spécialistes du XIVe siècle ou ils se cachent parce qu'ils sont historiens? Non, ils se cachent parce qu'un spécialiste du XIVe siècle qui travaille sur la Deuxième Guerre mondiale, ça fait pas sérieux. Ah bon? En France peut-être? En France, bien sûr. Moi, ça me paraît pas étonnant, moi. Alors, moi, la première question qui me vient, c'est comment, quand on est informaticien, médecin ou autre, on devient informaticien, médecin, alors qu'on est amoureux de l'histoire et qu'on en arrive à écrire des bouquins pareils, et surtout sur une alternative. C'est quoi le schéma mental, l'envie, le besoin, ça vient d'où? D'abord, on aime l'histoire, et puis on peut tout de même pas tous devenir historien, il faut bien soigner les systèmes informatiques, soigner les gens et soigner l'économie, donc c'est utile ça aussi, donc on ne devient pas historien, on fait autre chose de bien intéressant aussi. Et puis il y a toujours ce petit démon de l'histoire qui nous pousse à lire bouquin sur bouquin, à discuter histoire. Et puis en ce qui concerne ce sujet-là en particulier, il se trouve que, comme le dit le dernier livre de feu Bernard Maris, et si on aimait la France, c'est exactement ça. Et puis on se penche donc sur cette plus grande blessure de l'histoire de France, toute depuis Clovis et jusqu'à maintenant, c'est le plus grand drame. Donc on se penche dessus, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis on découvre des trucs. En se penchant là-dessus, on découvre, et puis on soulève une pierre, on soulève une autre pierre, on en trouve un autre. On se pose des questions, et puis un beau jour, il y a le miracle Internet. Je ne sais pas si vous connaissez Internet. Un tout petit peu. Ça met en relation des gens qui parfois n'ont rien à voir entre eux, pour des choses un peu... non, je ne dirais rien. Un peu, et même beaucoup parfois. Même beaucoup parfois, ouais. Eh ben, un beau matin, sur un forum de discussion américain, un Américain et Loïc Mahé
présents ici sur la couverture de nos bouquins, ont commencé à discuter du projet proposé par Churchill aux alentours du 16 juin 40, de fusion des États français, anglais, mesure de désespoir, bon, qui était une mesure de désespoir assez impraticable. Est intervenu Jacques Sapir, sous un pseudonyme, bien entendu, comme ça se fait, vous êtes au courant, je crois. Oui, bien sûr. Et pour dire que non, mais en revanche, ce qui était possible, c'est que la France continue la guerre. Et une chose en entraînant une autre, un copain m'a dit, tiens, il y a un débat qui devrait t'intéresser là-dessus, va voir, j'ai été voir. Et puis, c'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Et les années passant, ça produit d'abord qu'on s'est fait chasser du site sur lequel on discutait en français, oui, enfin, chasser très gentiment. On nous a dit, écoutez, vraiment, vos textes prennent trop de place. Ah oui. On a compris, c'était vrai, et on a créé notre site propre, 1940 et aussi la France. Et puis, on a continué à discuter avec nos amis américains, australiens, russes, italiens même, et même un allemand. Et puis on a donc, sur notre site, on a continué à discuter. Et puis un beau matin de 2009, les éditions Talendier se sont rendues compte qu'elles n'avaient aucun bouquin pour l'anniversaire de 1940, qui tombait en 2010, forcément. Oui, bien sûr. Bon, et un de leurs lecteurs qui suivait nos échanges Internet a dit, tiens, écoutez, il y a des gens qui pourraient vous proposer un livre original. Alors ils nous ont regardés, ils nous ont pris avec des pincettes. Bien sûr. Et puis finalement, ils ont dit, bon, d'accord, on veut bien. Et ils m'ont dit ça, on était fin juillet 2009, ils m'ont dit, voilà, il nous faut les 500 pages pour le 15 janvier. Ah oui, bien sûr. bien sûr. C'était le premier, en fait. Évidemment. Aucun problème. Je vais prendre des vacances de mon travail que j'ai pour écrire. Voilà, je me suis assis dans un coin au frais à l'ombre. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, évidemment que c'est assez étonnant, parce que alors nous, dans le monde de l'imaginaire fictif, du jeu et autres littératures fantastiques, on appelle ça plus ou moins une uchronie. Les uchronies dont on entend souvent parler, je ne sais pas pour quelle raison mystérieuse, finalement, j'ai jamais réfléchi à la chose, mais c'est « et si les Allemands avaient gagné ?» C'est souvent ce qu'on voit. Les Américains adorent ça. Voilà, il y a plein de films, il y a plein de jeux de rôle, il y a plein de trucs où les Allemands envahissent le monde, ils ont même été sur la Lune pour revenir, enfin bref. Et c'est une option qui est dans plein d'esprits. Par contre, effectivement, ce côté... mais c'est marqué imaginaire, fictif, rigolant entre nous, bien souvent. Hein. Alors que là, est-ce que la France... que se serait-il passé si la France avait gagné? C'est pas un truc auquel on a pensé, on a imaginé. Présenté comme ça ressemble pas du tout au pendant si les Allemands avaient gagné, parce que c'est pas de la littérature manifestement divertissante, c'est très historique, c'est ça? C'est un vrai travail. C'est où la frontière, elle est où? C'est un essai, c'est pas un roman. Un essai sous forme un peu romancée, mais c'est un essai, c'est un travail historique, uchronique, mais historique, et c'est pas un roman dans lequel on s'autorise toutes les libertés. Mais chez nous, un avion qui a une telle vitesse, il a la même vitesse. Une usine qui produit tant de... Parce qu'il y a un point, juste pour revenir sur la partie donc, uchronique dont tu parlais, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que dans la production de jeux de simulation historique, et qui est une production essentiellement américaine, il faut que la France perde en 40. Oui, d'accord. Ça, c'est très intéressant. C'est un postulat de jeu qui va justement amener les Américains à avoir le beau rôle, qui va amener les Américains à pouvoir intervenir lourdement, parce que si en fait la France ne perd pas en 40, et justement on va revenir tout à l'heure dans l'une des conclusions qui avait été faite, ça change aussi complètement les choses à l'Est. Oui. Et le conflit cataclysmique, parce que Franck le dit très bien, nous, notre traumatisme, c'est cette défaite. Et c'est cette défaite en fait, à travers en fait, cette compromission politique. Mais la vraie partie cataclysmique de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui se passe à l'Est. Ouais. Alors, s'il ne se passe rien à l'Est, déjà, ça veut dire que forcément, l'intervention de l'URSS est repoussée. Et surtout, les Américains ont moins de choses à faire. Alors, à un moment, ils vont intervenir, parce qu'il y a aussi le Japon. Mais au niveau ludique,
On a cette problématique. Ça, c'est intéressant. Donc, point et de puis départ. après, en France, il y a le travail des universitaires sur cette hypothèse. Les universitaires français, C'est le 1940, c'est le premier. on réfléchit aux causes de la défaite, essentiellement aux causes militaires, moins d'abord aux causes politiques, et puis finalement ils ont commencé à réfléchir aux causes politiques, mais tout ça avec une espèce d'esprit défaitiste. On est finalement ce que j'appelle un esprit post-pétainiste. On a été battu parce que on avait péché, hein, on n'était pas gentil, on avait mal fait, on s'était engagé dans l'esprit de jouissance, tout ce que finalement Pétain avait dénoncé, beaucoup d'historiens semblent l'avoir intégré. D'accord, oui. Okay. Comme des faits réels et établis. On a été battu parce qu'on n'était pas bien, on n'était pas gentil. La propagande est devenue historique en fait, voilà. des faits historiques. Voilà. C'est ça, Ça a eu un impact sur justement la réflexion en fait après-guerre des causes de la défaite. Hein. Mais ces éléments fondateurs qui vous font dire que en fait tout n'était pas vraiment comme ça, que c'est plutôt des ajustements qui aidaient la politique, j'imagine, et autres. Vous les avez chopés où? Ah ben, ils sont publics. Hein. Il suffit de regarder comment les choses se sont passées effectivement, et on ne peut pas manquer de se dire, mais attends, là, ils font telle chose, mais ils auraient très bien pu faire autre chose. Il n'y avait pas une puissance extraterrestre ou autre qui les obligeait à faire ça. Ça je veux bien, mais ils étaient là, il faut aller regarder. Mais comment ça se fait que pendant 50 ans, 60 ans, personne ne les a regardés? Enfin, c'est quoi le... Pour différentes raisons, parce que c'est politiquement commode. Pour ceux qui avaient suivi Pétain, évidemment, il faut absolument dire, on devait être battu, c'était pas possible, donc Pétain avait raison de servir de bouclier à la France. Et finalement, pour les gaullistes, d'une certaine façon, qui aurait dû soutenir, qui aurait dû dire la France n'aurait jamais dû, puisque après tout c'est ce que De Gaulle avait dit à l'époque, la France ne doit pas s'arrêter, la France doit continuer la guerre. Mais plus la situation de la France est dépeinte comme désespérée, absolument sans espoir, sans issue, plus le rôle de Gaulle est miraculeux, christique, extraordinaire. C'est le prophète, il arrive, c'est fabuleux, c'est fantastique. Plus son rôle est magnifié. Il est évident que dans notre hypothèse, finalement, que dirait aujourd'hui l'historien de la période de 1940, de cette période critique? Il dirait, il y a eu Reynaud, il y a eu Mandel, il y a eu De Gaulle aussi, bon, il y a eu Zey, il y a eu... Oui, il y a eu De Gaulle aussi. Tandis que maintenant, aujourd'hui, l'historien de 1940, il dit, il y a eu De Gaulle, ouf. Okay. Donc finalement, les ennemis Pétain et De Gaulle se réconcilient pour dire que la situation était sans issue, alors qu'elle ne l'était pas. Bien sûr. Oui, j'ai vu une émission il y a très peu de temps sur, parce qu'on l'a Pétain, tout ça, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, où effectivement on a vu la progression de Pétain, et quand il a été nommé à des pouvoirs et tout ça, tous les militaires, Clémenceau et autres, de 14, on disait pas du bien vraiment de Pétain. Donc, et ça, c'est des choses dont on parle maintenant. Donc effectivement, tout est un peu... C'est sûr que Pétain, au début du siècle, quand je suppose qu'il avait dû être fiché dans la fameuse affaire des fiches du Grand Orient de France, de la franc-maçonnerie, quels sont les militaires favorables, il n'était pas favorable à la République dès le début. Finalement, sa carrière, elle avait été... 1914 arrive, Pétain est au bord de la retraite. Hein, Bien sûr, oui. Bon, et finalement, il sort de la guerre avec un statut qui ne pouvait pas envisager la Première Guerre, qui ne pouvait pas envisager en juillet 14, il n'envisageait pas d'être maréchal 4 ans plus tard. Non, mais il n'a pas changé d'opinion politique. C'est un bon militaire, il a bien commandé les troupes françaises à Verdun, il les a bien commandées l'année suivante. Mais il n'a pas changé d'opinion politique. La République, c'est pas un bon régime. D'ailleurs, la preuve, regardez, c'est foireux. Et puis le Front populaire, mon Dieu, quelle horreur. Et puis en 1940, pour le désamorcer, en 1939 plus exactement, pour le désamorcer, on l'expédie comme ambassadeur à Madrid, pour faire ami-ami avec Franco. Et là, ça marche pas mal. C'est vrai, j'ai plutôt bien entendu avec Franco. Des atomes. Oui. Alors, avant de revenir, parce que ça c'est sur toute la partie politique, puisque je fais suite à ta question. Donc 1940, c'est le premier ouvrage qui a été écrit. D'accord, vous avez commencé par ça. Voilà, et devant le succès, parce que je reviens sur la partie éditoriale. Tout à fait.
j'ai appris ensuite que certains responsables de l'éditeur disaient, bon, on n'a pas de bouquin pour l'anniversaire, allez-y. Le premier tirage était à 1500 et ouf, on en vendra 500, ça ira peut-être. Ouais. Bon, voilà. Maintenant, ils en ont vendu 10 000. Et Ah oui. oui, c'est un succès étonnant. Ben, évidemment, c'est pas. Ce qui prouve qu'il y a des gens qui se posent des questions aujourd'hui. En parce fait, que- oui, moi, c'est une alternative qu'on n'a pas envisagée, sur laquelle on n'a pas disserté. Et puis, moi, je ne l'ai absolument pas feuilleté, je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes arrivé, je ne vous connaissais pas jusqu'à il y a 15 minutes qu'on commence. Donc, je ne sais pas quelle allure ça a, mais c'est pas du roman. C'est comment? Ça se lit, bon, surtout le premier, où Talandier nous avait dit il faut qu'on fasse sérieux, parce que vous comprenez, nos lecteurs habituels ne comprendraient pas qu'on raconte n'importe quoi. Alors, on a fait sérieux. On a enlevé tous les personnages imaginaires. Ah, vous aviez au départ fait un truc plus ou moins romanesque. Dans notre travail, non. C'est toujours un essai, mais pour rendre la lecture plus agréable, et c'est ce que nous faisons sur notre site internet, il y a des personnages imaginaires D'accord. qu'on a utilisés. Je dis, c'est nos Fabrice à Waterloo, c'est nos petits bonshommes qui voient l'action, comment ça se passe sur le terrain. Là, on les a tous enlevés. D'accord. On a gardé uniquement les personnages historiques. Donc, c'est découpé par date, etc. En Voilà, fait. alors évidemment, ça enlève un peu de choses amusantes. Et puis dans la façon de s'exprimer également, on refuse certaines facilités qu'on aurait pu avoir dans un roman, c'est-à-dire de présenter des dialogues extrêmement vifs. Donc on en reste à... en fait, ça ressemble beaucoup à un livre totalement historique. C'est ça. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu le donnes dans une classe, puisqu'on parle beaucoup Ouais. d'éducation aujourd'hui, Ouais. et tu racontes l'année 40 avec ce Avec ce livre. livre, et les gamins, ils ben, sont persuadés que exactement. Ils sont persuadés. C'est Mais- ce qui est beau. C'est beau ça. Non, mais C'est une belle c'est démonstration pas- de c'est pas comment une- marche l'éducation. Ça n'est pas une hypothèse. Régulièrement, Jacques Sapir, j'espère que personne n'écoute, se fait enguirlander par son épouse, qui est prof d'histoire. Ah oui, ouh là là. Parce que, Monsieur aime les ennuis. Parce qu'il s'est voilà, permis une parce que fantaisie. certains de ses élèves, Ah parce oui. que certains des élèves de Madame ont puisé sur notre site internet et Ah bien. en Ah croyant oui. que c'était. Ah ouais, attention, ceci n'est pas un livre Mais historique. nous avons rajouté sur les archives de notre site internet, attention, D'accord. donc ça, c'est un avertissement, ceci Ok. est une chronique. Ça, c'est le premier ouvrage. Ensuite, tu as eu la suite, donc qui est Forcément, parce qu'on puisque vous l'a l'exercice, demandé. voilà, Voilà. l'exercice s'est poursuivi 41-42. Voilà, alors je pense qu'on aurait pu faire un troisième tome d'ores et déjà si, comme je le disais, on a tous d'autres professions et Bien sûr. voilà. Mais donc là, en gros, hein, là, vous racontez l'année 1940, en fait. Hop, j'ai Oui. perdu mon marque Oui, page. oui. En gros, L'année c'est- 1940, du 6 juin 1940 au 31 décembre. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman qui va expliquer à tout jamais ce que serait devenu le monde. C'est juste la guerre en 40 avec les Français qui gagnent et ce qui se passe jusqu'après, à la fin de 1940. Et là, vous enchaînez 41-42. Oui. Et Mais là, ça couvre le conflit dans sa globalité. oui, dans sa hein. globalité. Donc, on appelle ça la guerre, le conflit 39-45. Oui. Vous, si vous Mais- poussez, vous allez jusqu'à... Non, Mais la fin de la guerre survient malgré tout en 45, du moins dans le Pacifique. Il Ouais. est probable qu'elle survienne fin 44 en Europe. Et on a évidemment, depuis 10 ans qu'on travaille là-dessus, une espèce de synopsis Ouais. de ce qui va se passer jusqu'au bout. Ce synopsis est beaucoup plus détaillé jusqu'à, disons, le milieu de 1943 actuellement, et on continue d'y travailler avec nos copains. Sur le site internet, on est peut-être 20 à y travailler. Certains y travaillent une fois de temps en temps, d'autres y travaillent tous les jours. Il y a tous les intermédiaires. Et donc, vous abordez l'aspect militaire, politique, géopolitique, économique. Oui. Et à la fin, ça veut dire que si on est À un la peu... fin, l'Allemagne perd. Perd. Pas Oui, comme au foot. oui. D'accord, Voilà. mais ça redéfinit, parce que le monde a changé après la guerre. Et ça redéfinit complètement le monde. D'accord. C'est une évidence pour un nombre de raisons absolument incalculables. Mais en ce qui concerne la France en particulier, l'une des conséquences les plus douloureuses de la défaite de 40 pour la France, ça a été que la décolonisation a été tout aussi douloureuse. Bien sûr. Les Anglais, finalement, quoi qu'ils aient été ruinés par la guerre, absolument ruinés, et vont s'en sortir
si les Français participent jusqu'au bout, les Anglais vont être beaucoup moins ruinés, parce qu'ils vont avoir beaucoup moins de mal. Mais pour eux, de toute façon, ils ont réussi à décoloniser de façon relativement peu douloureuse. Eh ben, les Français se seraient retrouvés dans le même cas que les Anglais historiquement. Ce qui est formidable, enfin, parce que là, ça m'évoque plein de trucs. Humainement, intellectuellement, plus on s'éloigne de la victoire, plus les champs des possibles devient énorme. Donc au bout d'un moment, à la fin de la guerre, une fois qu'elle est gagnée, on peut avoir des spéculations plus ou moins réalistes, mais plus on va s'éloigner, plus on va arriver à des futurs qu'on peut à peine envisager. Ce qui sera intéressant, on l'avait prévu un plus en fin d'émission, c'était de parler de la méthodologie qui a justement été appliquée. Parce qu'il y a une vraie méthodologie qui est décrite d'ailleurs dans un prologue du premier tome qui est passionnante à lire, parce que ça conforte le propos de Franck, c'est-à-dire ils n'ont pas fait n'importe quoi. Oui, bien sûr. Il y a une étude, mais on en parlera peut-être à la fin. Oui, mais c'est tout à fait exact, et nous le disons dans les préfaces et postfaces de nos bouquins, où on détaille ce qu'on a fait, comment on a travaillé. Il est évident que plus on s'éloigne du point de divergence, plus le nombre de futurs possibles devient grand. Et c'est pour ça que le troisième tome qu'on aurait souhaité faire, c'était essentiellement une réflexion en disant voilà ce qui pourrait, voilà ce qu'on peut envisager, et pas du tout une description jour après jour comme le sont les En tout cas, on va attaquer après le vif du sujet. Comment vous avez imaginé la chose, juste, ça laisse envisager des possibilités, une fois qu'on s'est basé là-dessus plus ou moins de manière historique, on va dire, les points de départ en tout cas, pour après se laisser aller à une littérature beaucoup plus fournie finalement, comme si les Allemands avaient gagné. Dick dans Le Maître du Haut-Château. Alors, toi, tu veux dire, avant qu'on passe au c'était juste pour présenter rapidement, tiens Franck, je te laisse les passer, deux ouvrages essentiellement donc militaires sur justement ce fameux point de divergence. Donc aux éditions Economica. C'est vraiment de l'histoire. Le premier, c'est essentiellement de l'histoire très militaire, c'est comment les généraux français auraient pu faire moins de bêtises. Et le deuxième, se rapproche beaucoup plus de notre réflexion, c'est que il aurait été possible de ne pas demander l'armistice. Et finalement, nos réflexions se rejoignent très largement sur le principe, pas sur le détail, bien sûr. On n'a pas du tout. Jacques Bell a fait un travail d'historien relativement solitaire, tandis que nous, on a fait un travail d'historien amateur, en groupe, de passionnés. Lui aussi est passionné, mais bien sûr, c'est évident. Mais enfin, l'esprit est différent. Le sien est beaucoup plus universitaire. Nous, on n'aurait pas. Dans le fond, on est très content d'avoir été publié par un éditeur d'histoire, mais si on nous avait proposé de le faire sous une forme plus romancée, on n'aurait pas dit. Fait. Ok, donc là, on a les éléments, si le sujet vous intéresse, moi j'y connais, mais je trouve ça assez fascinant. Il y a ces deux gros ouvrages-là et ces deux-là. Exactement, mais qui abordent, tout en abordant le même sujet dans le fond, il l'aborde de façon extrêmement différente. Je précise tout de suite que les deux gros bouquins que vous montrez là sont toujours disponibles, mais aux éditions texto, c'est-à-dire plus ramassés. Talendier, texto, c'est en poche. C'est l'édition en poche. Quoi qu'il arrive, même si le sujet pointu ne vous intéresse pas, ce qui reste intéressant, à mon sens, en tant que citoyen, c'est de comprendre et de voir quels sont les arcanes et les choix qui peuvent amener à telle situation, et pourquoi on va dans ce sens-là plutôt qu'un autre. Parce que manifestement, ça paraît, quand on a un peu de la bouteille, un peu âgé, qu'on vit dans le monde qui nous entoure depuis un certain nombre d'années, on est quand même assez conscient qu'il y a des choix et des décisions qui sont prises pas forcément pour le bien général, et non pas forcément du général de Gaulle, mais le bien général de la communauté et des citoyens. Donc ça, c'est assez intéressant. On s'en rend compte avec le recul quand les archives s'ouvrent. Au bout de 50 ans, 60 ans, 70 ans, on voit bien les choix, les décisions, et c'est intéressant de le comprendre via ça. Et parfois, ce sont des choix qui ne sont même pas faits pour le bien des gens qui prennent les décisions eux-mêmes. Tout à fait. Mais ils ne le font pas exprès, parfois. Bien sûr. Garde le 1940 pas trop loin, le 40 pas trop loin, parce qu'il y a quelques cartes qui vont nous intéresser. Je vais le laisser là. Franck, est-ce que tu peux commencer pour que alors puisqu'on l'a précisé tout à l'heure, on va essentiellement parler quand même de cette situation politique française qui a amené donc à ce choix catastrophique, et donc on va montrer qu'il y avait une alternative. Est-ce que tu peux débuter par nous brosser un petit peu
le portrait, le panorama de la situation politique française à la déclaration de la guerre et jusqu'en effet au début des opérations. Oui. Et pour ça, n'oublions pas, on est sur Trick Track, donc un site consacré aux jeux de société, et on a une carte, j'imagine, qui est sortie d'une boîte de jeux de société. Ouais. J'ai bien vu. Alors c'est quoi ce jeu que tu as fait là? Ça, c'est Unconditional Surrender. On l'avait déjà utilisé dans un autre alinéa, parce que moi, je la trouve relativement claire pour justement présenter les situations stratégiques. Donc, un gros wargame stratégique sur la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et les petites figurines viennent, elles, de Axis Analyze, parce qu'ils ont des figurines sympas. Qui vont bien. Ok, on est parti, on t'écoute. Bon, Alors, c'est vrai. la situation politique en France à la déclaration de guerre, bon, ce serait vraiment excessif de dire que les Français sont désespérés d'entrer en guerre. Ça les amuse pas, mais ils ont déjà vu qu'ils ont failli entrer en guerre au moment de Munich. Ça n'amusait personne, mais finalement on y est allé. Il n'y a pas eu des gens qui ont dit halte, qui ont défilé dans les rangs en disant on ne veut pas se faire tuer, on ne veut pas mourir pour Danzig. Il y a eu quelques personnalités d'extrême droite qui ont dit on ne veut pas mourir pour Danzig, mais non, finalement on y est allé et on est entré en guerre. Et là, le pays espérait bien gagner. D'ailleurs, comme l'a dit Reynaud un peu plus tard, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. On s'est moqué de lui, mais en fait c'était vrai. Les alliés, France et Royaume-Uni, étaient beaucoup plus forts que l'Allemagne dans le fond. Simplement, l'Allemagne avait une armée qui était prête et des généraux qui étaient de grande qualité, alors que ses adversaires, leur armée n'était pas prête et leurs généraux étaient de qualité très inférieure. Alors comment on considère qu'on est fort? C'est quoi? C'est le nombre d'hommes disponibles? C'est le matériel? C'est l'économie, c'est le fond. La guerre, ça se fait avec de l'argent. Hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or, la fortune, les réserves financières de la France sont les deuxièmes du monde à l'époque. Avec toutes les colonies qu'on Oui, a, en fait, c'est ça l'idée. La richesse du pays, on a fait. Ouais. Qui a les premières réserves dans le monde à l'époque? C'est la Grande-Bretagne. Comparé aux Allemands, les Allemands ont perdu beaucoup d'argent pendant la Première Guerre mondiale, ils n'en ont pas récupéré. Hitler a fait des dépenses extraordinaires à crédit, ce qui fait que la seule issue pour le gouvernement nazi, c'était d'aller récupérer de l'argent en faisant la guerre. Parce que s'ils ne faisaient pas la guerre, un jour ou l'autre, c'était la banqueroute. Donc, du point de vue économique, la France et l'Angleterre étaient beaucoup plus puissantes que l'Allemagne. En réalité, la seule France avait des réserves financières supérieures à celles de l'Allemagne, de l'Italie et de tous leurs alliés de l'Axe réunis. Ah oui. La seule France. Alors, une chose intéressante, tu peux préciser qu'on parle aussi de stock d'or. Oui. Qui font partie de ces réserves. Voilà, mais qui est très important, qui permet en fait d'acheter par exemple du matériel de guerre immédiatement, puisque tu as quelque chose de tangible entre les mains. Sans parler des avoirs financiers. Les avoirs, les productions des colonies, etc. Et c'est pour ça que la Grande-Bretagne a pu continuer la guerre toute seule pendant aussi longtemps, parce qu'elle avait une richesse colossale. C'est ça qui lui a permis de tenir. Si la Grande-Bretagne n'avait pas été beaucoup plus riche que ses adversaires, elle aurait été forcée de demander l'armistice. C'est une évidence. Donc le pays va à la guerre. Bon, on n'est pas enchanté d'aller à la guerre, mais dans le fond, les Allemands non plus, ils ne sont pas enchantés d'aller à la guerre. Qui serait enchanté d'aller à la guerre? Ils écrasent les Polonais, bon d'accord, mais enfin, ils ont les souvenirs de la Première Guerre mondiale, ils se disent ça ne va pas être amusant avec les Français. Et d'ailleurs, ça va jouer un grand rôle dans la suite de la guerre pour les Allemands, car historiquement, les Allemands ayant balayé les Français en un mois et demi, ils ont été tellement enchantés après ce qu'ils avaient souffert pendant la Première Guerre mondiale, que finalement Hitler a pu les mener jusqu'à la fin de la guerre à travers toutes les souffrances qu'ils ont subies sans que le peuple allemand se révolte. Bon, ils étaient partis, ils avaient accumulé tellement de confiance en eux grâce à la victoire sur la France. Et bon, alors à ce moment-là, les Français sont fidèles au gouvernement de la République. La chanson de Maurice Chevalier, tout ça fait d'excellents Français. Bon, on l'a beaucoup moqué aussi, mais c'est une réalité. Tout ça fait d'excellents Français, et tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous foute une bonne fois la paix. Mais malgré tout,
cette République que chantait Maurice Chevalier, eh ben, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Pétain ne l'aime pas, il n'en a jamais fait mystère. Végan ne l'aime pas non plus. Et, On précise un peu qui est végan, parce Oui. que... À part quelqu'un qui ne mange pas de viande, à notre époque, on ne sait pas qui c'est vraiment. Oui, bon, d'accord, j'ai compris, merci. Végan est un officier d'état-major qui n'a jamais commandé sur le front. Ouais. Pendant la guerre, pendant la 14-18, il n'a jamais été dans les tranchées. Ah oui. Il ne l'a pas fait exprès, on ne peut pas dire c'était un lâche, non, mais il se trouve qu'il s'était retrouvé à l'état-major, il était un très bon officier d'état-major, et il n'a jamais commandé dans les tranchées. Et à la différence de gens comme De Gaulle, et il n'a jamais. Et le voilà qui se retrouve officier d'état-major, nommé proconsul en quelque sorte au Liban, enfin en Orient, à Beyrouth. Et c'est un des plus grands officiers d'état-major français. Et il est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il pense que la République, c'est pas le meilleur régime ici-bas. Hein, et Pétain non plus. D'ailleurs, c'est pour ça, donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'il s'entend fort bien avec Franco. Et évidemment, Pétain et Végan ont fait la Première Guerre pour la République, mais ça ne les empêchait pas de penser que ce n'était pas le meilleur régime. Et le jour où ils vont avoir la chance de faire basculer le régime vers quelque chose qui leur plaît mieux, mais ils ne vont pas hésiter. Forcément. Alors, il y a en France, il y a des formations politiques d'extrême droite, mais elles sont très minoritaires. Et il y a des formations politiques d'extrême gauche aussi. Mais le pacte germano-soviétique fait que ces formations politiques, le Parti communiste et toutes les organisations qui lui sont rattachées, sont beaucoup moins patriotes. Et le Parti communiste français en souffre d'ailleurs beaucoup du pacte germano-soviétique. Il y a des scissions, il y a des députés communistes qui disent « je ne veux plus être communiste » et il y a d'autres députés communistes qui au contraire disent « je reste communiste » et qui se retrouvent emprisonnés pour ça. Donc la France est fidèle à la République globalement, mais évidemment elle est traversée de courants divers et variés. Et puis c'est ça qui va la rendre vulnérable à un coup politique. Mais je dis bien un coup politique, permis par une défaite militaire. Et ça n'est pas une tendance profonde des Français qui disaient « Ah oui, oh là là, si seulement on pouvait avoir un bon dictateur ». Non, je crois que quelques personnalités ont essayé de le prétendre, mais quand on regarde le vrai comportement des Français, et aujourd'hui des historiens américains viennent le dire, ils viennent dire les Français n'étaient pas les plus mal préparés militairement, c'était pas non plus les plus mal préparés psychologiquement et politiquement à la guerre. Quand il y a Munich, Chamberlain rentre à Londres en disant c'est merveilleux, on a la paix pour 1000 ans, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et Daladier, lui, rentre à Paris en se demandant s'il ne va pas être lynché par la foule qui l'attend. Bon, et tout le monde sait l'anecdote, il rentre, il voit les gens qui l'applaudissent, il dit il est con. Parce que lui se doutait bien que ça n'était qu'un sursis. Mais alors que Chamberlain, le personnel politique anglais, sauf Churchill, tu vois, oh, c'est merveilleux, on a la paix. Il n'y a que Churchill pour dire vous aviez le choix entre la guerre et la honte, vous avez choisi la honte et vous aurez la guerre. Bon, donc, les Français font la guerre. Ok. Il y a un petit téléphone qui vibre manifestement, on est en direct, non, c'est pas grave, mais c'est pas le mien, donc je ne sais pas. C'est la régie qui nous fait signe, mais tout va bien, on continue. Moi, mon téléphone est coupé, donc on vient nous perturber. On y va, non, mais c'est bon. Et donc, ouais. Non, alors, ton téléphone est coupé, ouais. Je vais vérifier qu'il est coupé. Ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà. Alors, reprenons. Alors, lors de la déclaration, non pas lors de la déclaration de la guerre, mais lors du début donc, de l'assaut des Allemands, donc mai 40, est-ce que tu peux replacer justement le contexte au niveau politique français, justement en mai 40, à ce moment-là, après la fin de l'épisode dit de la drôle de guerre. Ah ben à la fin. On attend l'offensive allemande, on se doute bien qu'elle va venir, et le gouvernement dit bon, on va faire au mieux, les armées se préparent, le plan est prêt, et le plan n'est pas complètement idiot, parce que
On se doute bien Là, on que parle, les Allemands... on parle du plan d'Ail, Oui. Dil-Breda, qui sont en fait... C'est le premier clash entre... Alors, le plan d'action de l'armée française. Le plan d'action de l'armée française est de dire notre aile droite, c'est la ligne Maginot, ils passeront pas, et c'est vrai, ils ne sont pas passés. Non. Et, On en avait parlé dans une émission. Hein. et notre aile gauche, c'est la Belgique. Ces imbéciles de Belges, ils ne le disent pas officiellement, mais je suis sûr qu'ils le disaient dans les cabinets ministériels, ces imbéciles de Belges font comme s'ils pouvaient échapper à la guerre, ils n'y échapperont pas. Et il n'y avait qu'une fraction des Belges pour y croire. Et d'ailleurs, nous avons sur notre site internet toute une équipe belge qui fait un travail remarquable, qui nous apprend une foule de choses. Et donc les Allemands vont attaquer par la Belgique. C'est forcé. Mais la Belgique qui s'était déclarée neutre en fait. Oui, bien sûr. Nous, non, voilà, on n'est pas là. Et puis non, il ne faut surtout pas qu'on s'entende avec les Anglais et les Français parce que ça pourrait être pris pour de la provocation. Bon, il y avait quand même des ententes là-dessus, mais ça n'allait pas aussi loin que ça aurait dû aller si les Belges avaient fait preuve d'un petit peu plus de bon sens politique. Donc les Allemands attaquent, ils arrivent en Belgique. Là, il y a un choc. Il y a un choc de blindés en Belgique. Pendant ce temps-là, les Allemands qui, cette fois, ont dit on ne va pas faire comme en 14, on va y aller carrément. Ils envahissent également la Hollande pour se donner des aises. Voilà. Et les Français font à ce moment-là une erreur militaire qui est due à une cause politique. C'est-à-dire, comme il faut après tout aller aider les Belges, alors qu'ils auraient pu très bien dire oui, bon, aller aider les Belges, ça nous raccourcit notre front, mais on n'est pas obligé d'aller courir jusqu'au fond de la Belgique pour arrêter les Allemands. Ben là, non, on va courir jusqu'au fond de la Belgique pour arrêter les Allemands. Et avec quoi on va le faire? Ben avec nos meilleures troupes, nos plus mobiles, et en fait notre seule réserve réelle. Et donc voilà, toute l'armée, le meilleur de l'armée française s'engage en Belgique. Ça donne des résultats mitigés. Et c'est à ce moment-là que les Allemands font le fameux plan Manstein, c'est-à-dire qu'ils font passer la Meuse à leur blindé, juste à l'articulation entre l'aile nord et la ligne Maginot, juste entre les deux. Et ce coup réussit remarquablement, d'une part parce que le meilleur des réserves françaises est en Belgique, où il n'aurait jamais dû aller, certainement. D'autre part parce que le fonctionnement de l'armée française est lent, handicapé par le manque de radio, par des communications hésitantes, par le fait que on communique par téléphone et il faut le temps de mettre des lignes téléphoniques et ainsi de suite. Et ce qui fait que les contre-attaques qui auraient pu être absolument décisives sont lentes, elles arrivent trop tard, pas assez, trop tard, et les panzers percent finalement jusqu'à la mer. Et c'est l'affaire de la poche de Dunkerque. On a beaucoup dit, oui, Hitler a donné son ordre d'halte, de ne pas écraser la poche de Dunkerque immédiatement. On en discute beaucoup, c'est un sujet de réflexion militaire. Est-ce que les chars allemands le pouvaient? Les chars de l'époque, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Un char moderne, c'est une espèce de machin absolument monstrueux. Qui passe partout. Les chars de l'époque, ça tombe en panne tous les quelques centaines de kilomètres, et plutôt même plus vite que ça. Ça tombe souvent en panne, c'est pas évident à réparer. Les Allemands s'en étaient fait une spécialité, mais c'était quand même pas magique. Donc les Allemands ont besoin de faire une pause. Ils font une pause, et puis c'est à ce moment-là que Gamelin, vraiment ayant montré qu'il était catastrophique... Alors Gamelin était le chef d'état-major de l'armée française au déclenchement du conflit. C'est à ce moment-là qu'on va chercher Weygand pour le remplacer. Et Weygand est là-bas. Ah oui, il est loin. Et il est au bord de la Méditerranée, tranquille, à Beyrouth, au soleil. Et le temps de le faire revenir, les opérations françaises, bien entendu, avec la paralysie, ça n'a pas arrangé la paralysie du commandement français. Certaines contre-attaques qui auraient pu être lancées ne le sont pas parce qu'il n'y a plus personne pour les ordonner. Et finalement, Weygand trouve une situation catastrophique en arrivant. Alors on est à peu près à quelle date? Là, on est fin mai. Voilà. D'accord. Donc tu vois, ça démarre le 10 mai. Donc en l'espace de 3 semaines, on va dire, l'affaire est presque pliée au nord avec l'encerclement des troupes françaises.
Allez, on va couper, on va prendre 30 secondes pour couper un téléphone. Est-ce que c'est le tien? Il faut l'éteindre plutôt que le mettre en mode avion. Parce qu'en fait, parce que le problème, c'est que c'est quand ça cherche le réseau que ça fait gré. Moi, le mien, il est coupé. Alors, est-ce que c'est le téléphone de... Il faut l'éteindre. Il est éteint. Alors, on ne sait pas, je suis désolé. Est-ce que c'est un micro? On coupera ça après au montage, mais est-ce qu'il y a un micro? Ah, toi, tu te débranches complètement, toi. Ok, d'accord. Note doit faire des bons. Il y a un téléphone qui vibre. Il faut l'éteindre, parce qu'en fait, c'est pas tant qu'il sonne qui dérange, c'est quand il cherche l'antenne relais. Il est parti, voilà. Où est le bon temps des téléphones à cadran qui faisaient clic, 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 clic. Mais il n'était pas éteint, le tien. Je ne pense pas qu'il était éteint, je l'avais mis sur mode... Mais non, sur mode quoi? Sur mode coupé qu'on n'entend pas. Ouais. Il faut l'éteindre, c'est technique, je vous explique chez vous. C'est pas tant qu'il sonne qui dérange, c'est parce qu'il cherche le réseau. Et quand il cherche le réseau, il passe dans le truc. D'accord. Voilà, donc quand on départ, monsieur, d'accord? Quand on départ, jeune soldat, on dit on coupe son téléphone, monsieur, on coupe son téléphone. Ok? On va reprendre où on en était. On en était à la poche, là-bas. Bon, et la poche, les Anglais réussissent à récupérer pas mal de monde. Ils perdent leur blindé. Hein. Donc là, on n'est toujours pas dans l'hypothèse de... Là, on va y arriver, justement. On va y arriver. Jusque-là, tout ça, on aurait pu subir son problème. Ah bah, de toute façon, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Ah bah, il y a un moment donné, on l'a détourné, l'histoire. Justement, là, on arrive sur... On la détourne 15 jours plus tard. D'accord, ok. Parce que les Allemands sont obligés de s'arrêter un moment. Une fois la poche de Dunkerque éliminée, ils se réorganisent. Sur la Somme, là, comme ça, voilà. Ils nous ont fait une petite rivière qui est exactement là pour ça, d'ailleurs, je pense. Les Français ont perdu 40% de leurs effectifs et ils ont perdu le gros de ce que les Anglais avaient amené sur le continent, ce qui fait qu'ils sont maintenant beaucoup plus faibles pour résister aux Allemands. Et évidemment, les Allemands vont attaquer. Ils vont attaquer, ça va être beaucoup plus difficile pour eux qu'en mai. Ils vont attaquer en juin, ça va être beaucoup plus difficile pour eux qu'en mai, mais ils vont passer parce que ce n'était pas possible autrement. Il y en avait trop, ils avaient pris un avantage qui était trop important sur le plan du nombre. Comme ils avaient conservé l'avantage de leur supériorité technique, tactique, du fait qu'ils avaient des tactiques de blindés, de coopération blindés-aviation beaucoup plus affûtées que les Français, on ne pouvait pas faire autrement que perdre. C'était une question de rapport de force qu'on ne pouvait pas, contre laquelle on ne pouvait pas aller. Mais c'est là que se trouve la bascule politique et c'est là que notre bouquin commence. D'accord. À un moment donné où vraiment il y a possibilité de parce qu'en fait là on est quand même dans une situation de grave crise militaire, mais aussi politique. Militaire parce que c'est l'effondrement en fait du front français. La poche de Dunkerque, on sait très bien que c'est un succès, puisqu'en fait quasiment l'intégralité de l'armée anglaise rembarque. Ils abandonnent leur matériel lourd, mais ils gardent leurs hommes. Et il y a plus de 100 000 soldats français qui en fait traversent la Manche. C'est-à-dire que ça laisse quand même... c'est plus de 300 000 hommes qui sont embarqués, donc on ne peut pas dire que les Allemands ont gagné. Et il y a un autre point important, c'est que l'aviation anglaise, qui est intervenue massivement pour protéger en fait la poche de Dunkerque, a réussi à mettre en échec l'aviation allemande. Ça a été un peu une mauvaise surprise pour l'aviation allemande. En revanche, le résultat, c'est qu'après, en effet, on se retrouve, comme le dit Franck, de façon débordée en matériel et finalement aussi en nombre d'unités. Nos meilleures unités ont fondu. On ne peut plus tenir, c'est évident, la balance des forces est trop négative, c'est fichu. Mais c'est fichu sur le plan militaire. Et c'est fichu sur le plan militaire en France métropolitaine. Et il y a un certain nombre de politiques français qui pensent en termes de profondeur stratégique. Et la profondeur stratégique que donne la Manche à la Grande-Bretagne, la profondeur stratégique que donnent ces steppes, l'Ukraine et tout à l'URSS, et la France l'a aussi, puisqu'elle a des colonies. Et des colonies qui, nous on dit, ouais mais on était méchants, on était allés dans les colonies. À l'époque, les colonies, c'est la France, point final. L'Algérie, ce sont des départements français, et les hommes politiques de l'époque n'envisagent pas une seule seconde qu'il y ait une différence de nature entre
la France coloniale et la France d'outre-mer. Voilà, la situation mentale, elle est encore présente. Hein. Pour tout le monde, la Réunion, les Antilles, c'est français. Oui, Ça s'adresse. Alors que ce sont ni plus moins que encore des colonies, finalement. L'air de rien, quand ça on a voit- été des voilà. colonies. C'est mentalement. Alors, voilà. ouais, la situation politique, justement, à ce moment-là. C'est ça, La situation voilà, début politique, juin, c'est que qu'est-ce qui se passe? Daladier a été remplacé par Reynaud. Et Reynaud réorganise son gouvernement début juin, le 6 juin 1940. Tout ça est historique. Il fait venir de Madrid Pétain en disant à ceux qui lui disent mais enfin Pétain il n'est pas d'accord avec vous du tout, il n'aime pas, ça n'est pas un républicain, c'est une autorité publique. Oui, bien sûr. Et il répond, il vaut mieux l'avoir dans le gouvernement que dehors. C'est une technique politique qui à l'époque est pas complètement idiote. Hein, et donc, le 6 juin, son nouveau gouvernement est formé. Et c'est là qu'on commence à diverger. Parce que et la divergence repose sur la personne politiquement la plus importante de France à ce moment-là, c'est Paul Reynaud, qui est président du Conseil, pas Premier ministre, il ne faut pas se tromper, il est président du Conseil, c'est-à-dire que c'est lui le patron, c'est pas du tout le président de la République. Alors justement, précisons 2 secondes, parce qu'on est sous la Troisième République, qui ne fonctionne pas du tout comme la Cinquième République. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu le fonctionnement des institutions politiques? Le président de la République joue un rôle qui est à peine supérieur à celui de la reine d'Angleterre aujourd'hui. C'est vraiment limite potiche. Il a juste une autorité morale. Il serre des mains, il va en représentation. Il serre des mains, il dit bon, j'ai désigné Monsieur Machin pour former le nouveau gouvernement. Mais bon, celui qui a l'autorité, c'est le président du Conseil, puisque le poste de Premier ministre n'existe pas. Le président du Conseil, et donc Paul Reynaud, c'est lui le patron. D'ailleurs, le fait que ça soit le patron, ça se voit, étant donné qu'il a lui-même, pour lui, plusieurs postes de ministre de la défense, de la guerre notamment. Ça peut paraître étonnant, mais c'est pour ça qu'il prend des sous-ministres pour exercer en réalité l'autorité de ministre, et c'est pour ça qu'il prend De Gaulle comme sous-secrétaire d'État à la guerre. Alors, sous-secrétaire d'État à la guerre, ça a l'air minable, mais comme en réalité, le ministre de la guerre, c'est Paul Reynaud, le vrai ministre, c'est De Gaulle. Et Reynaud et De Gaulle, Reynaud fait confiance à De Gaulle. Le problème, c'est qu'il fait confiance à des tas de gens qui, eux, ne sont pas du tout favorables à la poursuite de la guerre. Ouais. Il fait confiance à l'un de ses attachés militaires qui est totalement défaitiste, le colonel de Villelume, qui dit « Oh là là, cette guerre, c'était une bêtise ». Pétain qui dit que c'était une bêtise, il a bien raison. Et il fait confiance surtout à un personnage tout à fait... C'est un personnage de roman, qui est la comtesse Hélène de Portes. Ah. C'est sa maîtresse. Une intrigue, voilà, une intrigante. Ouais, mais qui a pesé très très lourd dans l'histoire de France. Ah, j'imagine. Il a divorcé pour elle. Alors c'était un bon père de famille, c'était un homme exemplaire. Il a divorcé pour elle. Qu'avait-elle d'exceptionnel, cette femme? Mais c'est difficile à savoir. Pour des images d'elle. Mais oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'était une jolie femme. Mais enfin, est-ce qu'elle avait d'autres talents plus cachés? C'est difficile à dire. Toujours est-il que elle trouvait que la guerre, c'était pas une bonne idée. Elle avait décidé qu'elle était une grande politique et elle passait ses nuits à expliquer à son amant Paul Reynaud que vraiment, quelle idée idiote il avait de continuer la guerre, c'était pas malin du tout. Et ces éléments ont fragilisé Paul Reynaud au point qu'historiquement, quand est venu le moment de la grande crise du 16 juin, il a craqué, il a explosé en vol, littéralement, ce pauvre Reynaud. Il a donné sa démission en disant moi, je ne peux plus, je pense que je n'ai plus la confiance de l'Assemblée nationale, et que je ne pourrai plus l'avoir. Je suis incapable, dans les conditions politiques actuelles, de continuer la guerre. J'arrête, je démissionne, et si vous voulez faire l'armistice, demandez Pétain, il demandera l'armistice. Alors, il y a un point, il faut qu'on le précise, personne n'a demandé à Reynaud de démissionner.
Personne n'a demandé. Bon, En tout cas, on ne sait pas. Non, mais, Mais est-ce que cette femme avait aussi Non, comme mais maîtresse, au niveau- non, au niveau- pour amant Pétain? non, il est très Parce probable qu'il était qu'il- très coucheur, il paraît. Enfin, il était Oh, vieux à cette enfin, époque-là bon, quand même. c'est- Hein. c'est- c'est- Mais c'est- c'était un... il était un petit peu. C'était plutôt les femmes de chambre. Ah, qui- d'accord. Mais il est certain qu'Hélène de Portes aurait préféré que Paul Reynaud reste Ah oui. et que ce soit lui qui demande l'armistice. Mais bon, tant pis pour elle. Et Paul Reynaud, donc, craque. Il se dit, c'est maintenant, il y a des livres qui sont sortis en 2010 d'ailleurs, dont l'un s'appelait La catastrophe, si mes souvenirs sont bons. Malheureusement, je n'ai plus l'auteur en tête, mais c'est un excellent livre qui démontre comment Reynaud, quand il démissionne, espère que Pétain va s'en mêler les pieds et qu'on va lui demander à lui Reynaud de revenir au bout de 8 jours en lui disant non, Pétain, vraiment ça va pas, c'est qu'une vieille ganache. Or Pétain a un ministère tout prêt. Il dit voilà, vous me désignez comme président du Conseil, mon ministère est prêt et ma décision est prise. Et le lendemain, il prend le micro, 17 juin, et il dit son fameux discours du 17 juin, c'est avec tristesse que je vous dis qu'il faut cesser le combat. C'est une catastrophe et une trahison sur le front pratiquement. Oui. J'estime, et je ne suis pas le seul, que pour ce discours, il fallait fusiller Pétain. C'est vraiment une trahison pure et simple. Alors, à ce moment-là, le gouvernement, parce que là, on est déjà au 17 juin, le gouvernement, lui, est déjà parti à Bordeaux. Le gouvernement, au 17 juin, le gouvernement est passé, d'abord il s'est arrêté sur la Loire, et ensuite il est allé se réfugier à Bordeaux. Et au niveau des armées, on en est où Au niveau des armées, le front est à peu près sur la Loire. Voilà, on est à peu près, voilà, on est par là à côté. Bah, Orléans, évidemment. Voilà. Et évidemment, tout ça est très Saumur. dispersé. Voilà, il n'y a plus d'avions, et puis eux, ils continuent. Les chars allemands sont à droite, à gauche eux-mêmes aussi. Les Italiens ont déclaré la guerre le 10-11 mai et sont en train de se faire tuer tous les hommes qui veulent dans les Alpes. Allez, tiens, je retiens. Voilà. Et l'état-major italien est en train de dire à Mussolini, mais vous voyez bien, Duce, qu'on n'était pas prêt à la guerre et que nos hommes se font massacrer. Et Mussolini est en train de leur répondre, vous inquiétez pas, dans 15 jours, ça sera fini. Et l'Italie pourra demander ce qu'elle voudra, grosso modo. Et donc, le gouvernement est à Bordeaux, d'où il est envisagé de partir en bateau. Oui. Et tout ce que je dis là est historique. Et donc, évidemment, à partir du moment où Pétain demande l'armistice et dit il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on cesse le combat, il y a des troupes sur le terrain qui comprennent que c'est fini, que l'armistice est signé. Oui. Et qui s'arrêtent et qui se rendent comme ça tout simplement, alors qu'elles étaient en bonne position défensive. C'est pour ça que je parle de trahison. Donc, la bascule se trouve, voilà. La divergence. La divergence commence là. La divergence, nous la faisons commencer au 6 juin, c'est-à-dire au moment où Pétain entre au gouvernement, au moment où Paul Reynaud forme son nouveau gouvernement dans lequel il y a, entre autres, De Gaulle. Et sa maîtresse, Hélène de Portes, eh bien, historiquement, en juillet, elle a un accident d'auto et elle en meurt. Pour de vrai historique. Pour de vrai, en juillet. Il aurait fallu qu'elle décède un mois plus tôt. Ouais. Si elle meurt un mois et demi plus tôt, Ah oui, Eh oui. le 6 juin, nous ça, la faisons c'est- mourir dans un accident d'auto le 6 juin. d'accord. Bon. C'est le coup de l'œil de papillon, ça. C'est d'accord, ça. ok. Gros Et, papillon. pour arrondir les choses, la voiture, comme c'était courant et comme les mémoires de certaines personnes de l'entourage de Reynaud l'ont montré depuis, le colonel de Villum et elle n'arrêtaient pas d'échanger, de discuter. C'est pas qu'il l'a draguée, encore que on ne sait jamais, mais tous les deux avaient leur raison personnelle de trouver que la guerre c'était une bêtise et qu'il fallait que Paul Reynaud arrête la guerre. Eh bien, le colonel de Villum est au volant de la voiture a un accident, elle en meurt, lui évidemment il devient insupportable à Paul Reynaud qui était sincèrement fou amoureux de cette femme. C'était extraordinaire. Et il le chasse, il ne veut plus le voir, et du coup, il se retrouve entouré uniquement de conseillers qui vont lui dire « Tenez bon, il faut continuer la guerre ». Et du coup, quand l'événement qu'on fait arriver dans la nuit du 12 au 13 juin, c'est-à-dire quand le gouvernement se trouve sur la Loire, et où
Pétain va tenter de faire basculer les choses en sa faveur et de dire la situation est désespérée, franchement je ne comprends pas que ce gouvernement continue, je suis prêt à prendre les rênes de la France. Paul Reynaud tient le coup, dit à Pétain que toute son attitude c'est de la trahison et le fait mettre aux arrêts et sortir du jeu pratiquement, et la France va continuer la guerre. Parce qu'on le répète, sur le terrain, on n'est pas perdant. Sur le Hein, terrain, quand on regarde les choses en sur le terrain, si la on tient, bataille de France voilà. est perdue. La D'accord. bataille de France est perdue. Mais économiquement, La situation française et la Alors, situation de l'armée française en métropole est désespérée. Mais il y a tout il y a le tout reste. ça derrière. Il y a D'accord. tout ça derrière. Alors, il y a un point militaire sur lequel on peut venir à ce moment-là, puisque c'est décrit d'ailleurs dans le livre, c'est on peut aussi parler de la situation en fait, de l'armée allemande à ce moment-là, qui Ouais. vient quand même, on va dire, d'enquiller 6 semaines, voire 6 semaines de durs combats. Hein. Alors là, rappelons que l'armée allemande, c'est plus de 50 000 morts pendant ces 6 semaines. C'est officiel. C'est il est probable que c'était le double. Voilà, bon, c'est au moins 150 000 blessés. Les chars, comme le disait Franck, commencent à être un petit peu au bout du rouleau. Ensuite, on manque de munitions du côté allemand. Commence à manquer d'essence. Les avions, il y a eu une très grosse usure parce qu'il y a eu une utilisation intensive de l'aviation, alors qui a balayé du ciel de France l'aviation française. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de pertes. Et il y a un moment où, de toute façon, il faut que l'armée allemande, elle souffle. Il faut qu'elle souffle. Et qui doit souffler aussi, pas seulement les chars, mais les hommes qui marchent, parce qu'ils n'ont pas de camions, c'est pas l'armée américaine de 44. Les canons, ils bougent comment? Les canons, ils bougent tractés par des chevaux. C'est pas l'armée américaine de 44, c'est pas du tout ça. Et même en 44, d'ailleurs, les Allemands auront encore des chevaux. En 40, toute leur artillerie lourde est hypomobile, ce qui veut dire qu'elle n'est pas très mobile. Donc il lui faut le temps, il lui faut un certain temps pour, puisque les Français ne se rendent pas comme ils se sont rendus historiquement, pour reprendre ses marques et repartir à l'attaque. Et pendant ce temps-là, les Français vont pouvoir sauver un maximum de gens, c'est-à-dire faire traverser la Méditerranée à des centaines de milliers d'hommes. Alors, on a parfois été attaqué sur ce point-là, mais on est assez tranquille car on a fait des comptes. La France avait une flotte marchande très importante à l'époque et on n'a même pas considéré que les Anglais allaient nous envoyer plein de bateaux. C'est le nombre de bateaux marchands que les Anglais possédaient à l'époque était absolument invraisemblable. Ils avaient pratiquement tout le commerce mondial dans les mains. Donc on a été très conservateur sur le plan du nombre d'hommes à qui on pouvait faire traverser la Méditerranée. On a fait traverser la Méditerranée à un grand nombre d'avions, mais une chose qui est absolument, qui est très peu connue, c'est que historiquement, lorsque l'armistice intervient, une grande partie de l'aviation française et tous ses modèles les plus récents se trouvent en Afrique du Nord. Déjà, parce que c'était ce que les généraux de l'aéronautique française, de l'armée de l'air avaient prévu. Comme ça allait mal, on allait se réfugier en Afrique du Nord. Ça leur paraissait naturel. Bien sûr. Donc là, elle meurt un mois avant, donc notre patron. Voilà. Elle meurt un mois avant, elle emporte avec elle un autre des conseillers défaitistes, et Reynaud, renforcé, dynamisé en quelque sorte par ses conseillers qui lui disent il faut que la France continue la guerre, permet à la France de continuer la guerre, met Pétain hors jeu et crée un nouveau gouvernement qui est d'ailleurs pas tellement différent de l'ancien, parce que dans le gouvernement Reynaud, la plupart des ministres étaient favorables à la poursuite de la guerre. Donc le nouveau gouvernement Reynaud va faire la guerre, va avec Mandel, avec Jean Zay, avec Blum qui va rentrer assez naturellement au gouvernement. Léon Blum était le chef de ce qui était le principal parti de l'Assemblée nationale à l'époque. Et il est évident que si en juin 40, mi-juin 40, on lui avait demandé « Voulez-vous que la France continue la guerre ?» Pour lui, c'était un oui, c'était une évidence. Le Parti socialiste français dirigé par Léon Blum n'allait pas dire de gaieté de cœur « Oui, bon, on s'arrête, après tout, les Allemands ont gagné, Hitler a gagné, il a raison. » Ça doit être une évidence pour tout le monde. Et finalement, là encore, on n'a pas considéré que tous les députés et tous les sénateurs français allaient traverser la Méditerranée, mais une grande partie d'entre eux, une large majorité d'entre eux, et se retrouver à Alger. Évidemment, dans le plus grand chaos.
mais ils sont à l'abri. Les Allemands n'ont pas pu traverser la Manche. Le petit Pas-de-Calais a été un obstacle pour eux infranchissable. Traverser la Méditerranée, c'était encore une autre paire de manches. Donc Alors- en fait, le point de bascule, pour bien comprendre, c'est en effet ces quelques journées fatidiques qui sont des journées essentiellement politiques. D'accord. Et là, c'est vrai que ça repose sur la capacité de Paul Reynaud de tenir en fait Et de mobiliser les et gens de qui étaient- mobiliser ses énergies tout en assumant en effet la défaite, parce que il est bien évident que la défaite elle va être consommée. Alors il y a une carte, tu peux peut-être la Alors. montrer. On prend laquelle, Franck, la deuxième. Les trois oui, les trois premières. Celle-ci. Alors, là, Celle-ci. alors, voilà, celle-ci. Celle-ci est pratiquement historique. Tiens, elle Elle- apparaît là, je crois. Oui, tu peux la voir. tu Celle-ci peux la est voir. pratiquement historique puisque le front est indiqué au 30 juin, c'est-à-dire avec quelques jours d'écart par rapport à la situation de l'armistice. Et les Allemands ont occupé donc toute la partie nord de la France. Ils ont franchi le Nord. Et là, ce qui est indiqué au nord, c'est le front donc au Les Allemands étaient là. début de juin. Et c'est le front au début de juin avec la pointe nord de la France qui est occupée. Et lorsque le front craque au mi-juin, les Allemands s'élancent dans toute la France et occupent toute la partie qui est indiquée là, voilà. Mais ils vont finir par s'arrêter parce que ce qu'on vient d'expliquer, leurs troupes sont à bout de potentiel, leurs chevaux sont fatigués, les hommes encore plus. Et les chars manquent de pièces détachées, d'essence, de munitions et tout ce qu'on veut. La deuxième carte. Alors, deuxième carte, c'est là où. Deuxième carte, c'est ce qui va se passer fin juin et en juillet. Parce qu'il va bien falloir, c'est même carrément 10 juillet au 6 août, et il est bien évident que c'est perdu, il y a trop d'Allemands, il y a trop de forces allemandes, il n'y a plus assez de forces françaises, et les Allemands vont finir progressivement par envahir tout le sud de la France. Voilà. Donc, Et- dans votre postulat, en fait, c'est toutes les têtes pensantes, tout le gouvernement est parti. Et plusieurs centaines de milliers d'hommes. Voilà. Mais il y a quand même une occupation en France. Alors, attends, Et parce que avant- toute la France est occupée. Mais avant ce départ, parce que là, il y a un point qui est fondamental, tu peux parler, Franck, de l'impact de l'économie, l'aéronautique, un certain nombre de machines-outils, les roulements à billes, tout un tas de choses qui vont être en fait transportées Ce qui en est- Algérie, enfin en Afrique du Nord. Ce qui est important, effectivement, ce sont les machines, mais des machines, après tout, certains pays adorent les construire, et il y a justement les Américains qui font des machines dites fabuleuses. Mais les ouvriers, les ingénieurs, ça ne se remplace pas. Mais ça, en revanche, les ouvriers les plus spécialisés en aéronautique notamment, et les ingénieurs, je dirais l'école d'ingénierie française en aéronautique, et pas seulement en aéronautique, les spécialistes, par exemple, de l'équipe Joliot-Curie, tout ça, c'est très facile de les embarquer. C'est quelques dizaines de personnes. On les embarque, on les sauve, et on en fait des atouts pour la suite, parce que ce sont des gens que les Américains vont s'arracher à prix d'or. Et alors, le délai gagné permet de faire sortir des chaînes quelques centaines d'appareils modernes, notamment des Devoitine 520, et le délai gagné permet d'acheminer sur l'Afrique du Nord, et non plus sur la métropole, des centaines d'avions qui ont été déjà commandés aux États-Unis. Et historiquement, ces avions se sont retrouvés en général en Angleterre. Mais là, les forces françaises vont pouvoir en bénéficier pour se rééquiper. Et pendant ce temps-là, que fait la flotte italienne? La flotte italienne, elle fait rien. Parce que la flotte italienne, comparée à la flotte française d'une part et à la flotte britannique de Méditerranée d'autre part, ne va rien faire, parce que faire quelque chose serait suicidaire. D'accord. Et Mais- que les Italiens sont tous... Mussolini n'a aucune envie de sacrifier sa flotte.
C'est un instrument politique, c'est très cher, et il ne va pas sacrifier sa flotte pour le plaisir d'empêcher 100 000 Français de traverser la Méditerranée. Mais dans votre scénario, pendant ce temps-là, il se passe quoi sur le territoire français? Parce que l'armée fait quoi? Elle bloque, elle se bat, L'armée se bat, recule en se battant pour contenir, pour laisser le temps aux troupes d'évacuer. L'armée fait son métier, en quelque D'accord. sorte. C'est malheureux à dire, mais parfois, je crois que c'est Frédéric II qui disait que on ne sait pas quelle est la vraie qualité d'un général tant qu'on ne l'a pas vu mener une fois une retraite après une défaite. Ben, les Français sont paradoxalement dans cette situation mieux adaptés à reculer qu'à avancer. Parce qu'ils se trouvent sur leur terrain, ils ont des routes, des voies ferrées qu'ils connaissent, et finalement, quand il faut s'accrocher, ben on s'accroche et on se fait tuer. Et ça, en 1940, ils ont su faire. Il n'y a aucune raison de penser que dans cette hypothèse, ils n'auraient pas su faire. Et que font les civils dans votre scénario? Comment ils réagissent? Ils se doutent de rien, j'imagine, parce que les moyens de communication, ils ne sont pas au courant que tout le monde se barre. Mais les moyens de communication, au lieu d'avoir les discours défaitistes de Pétain, nous avons les discours de l'ensemble du gouvernement et non pas du seul de Gaulle, qui vont expliquer qu'on va se battre jusqu'au bout. Et on a souvent mis en vedette certains incidents qui ont eu lieu historiquement, le maire d'un petit village refusant que des militaires français s'installent dans son village pour le défendre. Ça a été mis en vedette, mais en réalité, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il y avait également de nombreux éléments qui allaient en sens inverse. Par exemple, les voitures du gouvernement qui se dirigeaient vers Bordeaux historiquement, oui, et qui se disaient « Oh là là, il y a un embouteillage, on va se faire lyncher par la foule des réfugiés qui sont désespérés », et qui s'osaient applaudir, alors que c'était le gouvernement de la défaite. En réalité, les Français, évidemment, savaient bien que ça allait mal, mais ils n'étaient pas prêts pour autant à dire chouette, les Allemands arrivent. Oui, évidemment. Ça allait mal, ça n'a jamais été aussi mal, c'est catastrophique, mais bon, en 1914, les populations d'une grosse partie au nord de la France qui avait été envahie n'avaient pas fait la fête aux soldats allemands. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il en aurait été différemment si les Allemands avaient envahi le sud de la France également. Les Allemands, dans votre scénario, j'imagine, ils sont en confiance, ils avancent pendant que la retraite se prépare. Ils avancent. Et une fois que début août, ils ont complètement occupé le sud de la France, eh ben, nous, on récupère les sous-marins, la flotte. Eh ben, ils sont contents, ils se disent, bon, ben, maintenant que les Français sont chez les nègres, hein, comme disait Hitler, ils vont être forcés de demander l'armistice. Eh ben, non, parce que le gouvernement qui a décidé de ne pas demander l'armistice quand les Allemands étaient entrés à Paris, quand la situation... Ben, ce gouvernement-là est à Alger pour continuer la guerre. Et là, ça devient beaucoup moins drôle. Tous les pratiquants de wargame stratégiques pourront le dire. Si l'Allemand n'arrive pas à bouter la France hors de la guerre, comme historiquement, ça se passe très mal pour le joueur allemand dans la suite. Et là, l'Allemagne, certes, est surpuissante, se retrouve avec une armée surpuissante et sans rival sur le continent, mais dans une situation qui est quand même sans issue. Parce que si les Français n'acceptent pas de jeter l'éponge, ils n'ont pas plus les moyens de les y forcer qu'ils n'ont eu historiquement les moyens de forcer les Anglais à abandonner la partie. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est au niveau justement stratégie globale, militaire, la première conséquence, c'est que les Italiens, en fait, en Afrique du Nord et donc aussi, en Libye, pour le coup, là, sont pris en tenaille. Alors, les Italiens, quand on raconte l'histoire de la campagne d'Afrique du Nord, on raconte que les Italiens ont commencé à attaquer les Anglais en Égypte en décembre 40. Oui, c'est ça, en décembre 40. 40. Et on se dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait dès le mois de juin 40 ? Après tout, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas les gens pour. Parce que il y avait en
en Africa settentrionale italiana, en Afrique du Nord italienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Libye, et qui à l'époque était la Cyrénaïque et la Tripolitaine, il n'y avait pas un seul char digne de ce nom. Les seuls blindés que les Italiens avaient en Libye, c'était ce qu'on appelait des tankettes, c'est-à-dire dès cette époque, dès 1940, c'était des cercueils roulants. Il y avait totalement des cercueils roulants. C'était des trucs qui ne résistaient pas à un tir de mitrailleuse lourde, qui avaient été très utiles contre les tribus libyennes révoltées, qui avaient été un peu utiles en Espagne 4 ans plus tôt, mais en 40, c'était plus ça. Et c'était sans. Et en dehors de ça, ils avaient de l'infanterie, ils avaient de l'artillerie, mais l'artillerie n'avait pas d'obus. Pourquoi? Parce qu'on avait utilisé le meilleur des réserves de munitions pour l'invasion de l'Albanie, le coup du Vendredi Saint, et qu'on n'avait pas envisagé, puisqu'il ne devait pas y avoir de guerre en Afrique, on n'avait pas envisagé de leur envoyer des munitions. Et c'est pour ça que les Italiens n'ont pris l'offensive contre les Anglais historiquement que fin 40, parce que pendant 6 mois, ils ont envoyé des renforts. Et donc forcément là... Et là, non seulement ils se retrouvent avec des forces affreusement maigres, mais ils se retrouvent sur 2 fronts. Oui, bien sûr. Et puis là, il y a des costauds, là, du coup. Ils se retrouvent sur 2 fronts et avec une mer qui est complètement entre les mains de leurs ennemis. Car les flottes françaises et anglaises dominent largement la flotte italienne de l'époque. Autrement dit, c'est une situation désespérée. Ils n'ont aucune ressource. Donc la conséquence, c'est qu'il n'y aura pas d'Africa Corps et il n'y aura pas de Rommel, justement, à prendre Tobrouk, parce que, en fait, l'une des premières décisions, justement, militaires prises par les Français et les Anglais, c'est d'aller cruncher dans votre idée, c'est de commencer en 40. Il y a la troisième carte. La troisième carte. Alors, c'est celle-là. Voilà, elle est ici. Voilà, c'est le. Voilà. Donc là, ça, c'est une. En gros, nous, on est là. Nous, j'aime bien, c'est comme quand on joue au football. Alors, nous, on est là. Nous, on est là. Et eux, ils sont là. Et eux, ils sont là, les méchants. Et là, paf. Et là, paf, parce que main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Les Italiens n'ont pas. C'est pas qu'ils soient lâches, c'est pas qu'ils soient. Ils n'ont absolument pas les moyens, ni en hommes, ni en munitions, ni en matériel, ni en doctrine, ni rien. Les Français en Afrique du Nord ont quelques chars d'un modèle vraiment, c'est loin d'être leur meilleur char. Nous avons évité de considérer que les Français avaient pu faire traverser la Méditerranée à leur meilleur char. Pas du tout. Il y a quelques douzaines. Seulement en face, les Italiens n'ont rien. Ils n'ont rien. Autrement dit, un char qui avance, d'accord, il est petit, faible et minable, mais quand on ne peut pas lui faire la moindre égratignure, ben on s'en va. C'est tout. Et donc, du coup, on gagne rapidement tout le... Du coup, en quelques semaines, la carte est là, comme c'est indiqué, voilà, en quelques mois, toute l'Afrique du Nord italienne disparaît. Alors, je vois que vous avez donné des noms aux opérations, en fait, parce que c'est des opérations qui n'existent pas, hein, la Scipion et Alma. C'est ça. Pour donner des opérations, on a complètement inventé les noms pour différentes raisons. Alors évidemment, Scipion, c'est Scipion l'Africain. Évidemment. Alma, parce que c'est une opération franco-anglaise. Mais parfois, on a utilisé des opérations qui avaient eu lieu historiquement, on a réutilisé leur nom pour des opérations similaires. Bien sûr, oui, puisque comme ça a changé... Passe-moi les 4 pions italiens, ils sortent du jeu, ils sont plus là. Voilà. Le 4e, voilà. Et puis tu mets un anglais, un français, et puis ça c'est fait. D'abord, notre hypothèse est que les Anglais et les Français étaient obligés pratiquement de faire cette offensive. D'abord parce que c'est une nécessité stratégique évidente. Ensuite parce que c'est relativement facile. Ensuite parce que ça utilise peu de troupes et que du point de vue de la propagande, c'est un outil fabuleux. Et autrement dit, on va continuer à s'attaquer à des machins italiens. Par exemple, un truc qu'on oublie souvent, c'est que les Italiens étaient à Rhodes. Dodécanèse. Hop, tiens. À Rhodes. Mais Rhodes, dans un océan qui est dominé par la marine adverse, c'est assiégé. Ça ne dure pas très longtemps. Et ainsi de suite. Les différentes possessions italiennes en Méditerranée vont tomber les unes après les autres. Il est même possible, parce que
On a eu la coopération de certains services, des services historiques de l'armée italienne. La Sardaigne, ben, historiquement, le général italien commandant la Sardaigne avait dit au moment où Mussolini déclare la guerre sans demander la permission de son état-major, oh là là, qu'est-ce que je fais moi, parce que si les Français viennent débarquer, j'ai des carabiniers pour les arrêter. D'accord. Ah oui, donc oui, il y avait plein d'éléments comme ça ponctuels qui montrent qu'on est en domination. Ce qui fait qu'il y a un débarquement qui est effectué. Alors, ce débarquement, c'est pas fait par des professionnels. Le problème, c'est qu'en face, les Italiens n'ont rien, pratiquement rien. Et ce qui fait que ce sont des opérations spectaculaires qui rapportent, bon, la Sardaigne, l'importance stratégique de la Sardaigne dans ces conditions est assez faible, mais c'est spectaculaire, ça permet de montrer que la France existe vraiment. Et ça permet d'embêter beaucoup Hitler qui dit mais qu'est-ce que j'ai à faire de ce poids mort que je vais être obligé d'aider en lui envoyant des avions pour... Ça c'est sur l'aspect militaire. Après, il y a un autre aspect qui est intéressant à présenter, c'est évidemment l'impact de la relation entre la France et les États-Unis. Si la France continue la guerre, et à deux niveaux, un au niveau forcément politique, le message que l'on donne, et au niveau économique, c'est-à-dire le fameux or, l'argent qu'avait la France, quel va être son impact sur l'industrie et sur l'économie américaine? Parce que déjà, ce qui se passait déjà en 39-40, historiquement, avait été que l'industrie américaine était boostée par les commandes militaires franco-anglaises. Elle a continué de l'être historiquement, mais il n'y avait plus que les commandes anglaises qui évidemment boostaient 2 fois moins finalement. Et là, la France a perdu sa métropole, mais elle a encore suffisamment d'or pour déverser une masse considérable de liquidités aux États-Unis et pour, par exemple, faire bâtir des usines sur des terrains qui avaient été historiquement achetés dans la ville de Savannah, qui est dans je ne sais plus quel État américain. Le gouvernement français, historiquement, avait acheté un terrain pour faire bâtir une usine d'armement. Et bien là, cette usine se bâtit et commence à sortir des chars. Et l'industrie américaine démarre ainsi sa production de guerre plus tôt et plus vite qu'historiquement. Grâce à ces... Alors évidemment, notre pécule, notre or, notre bel or, il va aller dans les coffres américains. Voilà. Mais il est mieux là-bas que chez... Non, mais là, les Allemands ne l'avaient pas. Ouais. C'est ça la différence entre historiquement et en effet dans l'Uchronie, c'est qu'historiquement, on a gardé cet argent. Historiquement, on l'a thésaurisé, voilà. Ce qui nous a permis de faire des choses extrêmement intelligentes après-guerre. Évidemment, ça nous a aidé à reconstruire la France, mais ça nous a permis aussi de faire les guerres coloniales. Parce que sans argent, pas de guerre coloniale. Alors que là, l'argent, on le dépense pour en fait s'équiper et pour poursuivre la guerre. Et bien évidemment, au niveau politique, l'impact auprès de Roosevelt est... Roosevelt, quand il voit la France tomber, historiquement, il est absolument consterné. Tous les Italiens, ils ne s'attendaient pas du tout à cette catastrophe. Pour eux, c'est épouvantable. Mais ils ont à ce moment-là un réflexe qu'aujourd'hui on peut juger consternant, mais à l'époque c'est pas tellement étonnant. Ils ont bon, après tout, les Français ont craqué, c'est épouvantable, c'est consternant, mais ils ont un gouvernement légal installé à Vichy. Ben, on continue de. Tandis que là, le gouvernement légal, il n'est plus ni à Vichy ni à Paris. Même si les Allemands suscitent un gouvernement fantoche. Les Américains ne vont pas pouvoir. L'Assemblée nationale a traversé, le président du Conseil a traversé, le président de la République a traversé. Le partenaire des Américains, c'est le gouvernement qui continue la guerre. Ouais. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, s'il n'y a plus de gouvernement en France, ça ne se passe plus pareil au niveau du comportement de la population. Alors on va en parler juste après la partie militaire. On va revenir sur la France, parce qu'après, il y a un autre impact qui est par rapport à l'URSS et par rapport à Staline. Le premier impact, bon, on reparlera effectivement du problème politique, mais 1940, le premier bouquin s'achève et les anglo-français sont dans une situation très très mauvaise, mais finalement, eux la jugent très mauvaise, bien entendu, et les Allemands considèrent qu'ils ont pratiquement gagné, bien entendu. Nous, connaissant ce qui s'est passé effectivement, ils sont quand même dans une situation bien meilleure qu'historiquement.
Et ils font des plans pour faire des contre-attaques. Alors comment ils vont pouvoir faire des contre-attaques? Alors on se gratte la tête, il faut qu'on se cherche des alliés, on va faire de la diplomatie auprès des Yougoslaves, auprès des Grecs, auprès des Turcs, et évidemment auprès des Américains. Et puis 1940 s'achève. Et 1941 commence, et là les Allemands vont se dire, bon, qu'est-ce que veut Hitler? Il veut envahir l'Union soviétique. Parce qu'il il pourra traverser ni la Manche ni la Méditerranée, mais dans le fond, pourquoi fait-il la guerre à l'Ouest? Il fait la guerre à l'Ouest pour se débarrasser des démocraties, grosso modo, et pour avoir les mains libres pour aller taper sur l'Union soviétique, qui est le grand objectif stratégique d'Hitler. Et Hitler on peut juger que avec nos yeux, on peut juger que c'est complètement fou, mais Hitler voulait écraser l'Union soviétique et massacrer tous les juifs. On peut se dire, c'est un peu... Il n'était pas très sensé. Non. Bon. On a des preuves de plus en plus avec tous les dossiers qui apparaissent. Une émission remarquable sur la dose de médicaments qu'il avalait, le pauvre. Enfin, le pauvre. Donc, il se dit, bon, je n'ai pas complètement éliminé les Français et les Anglais, mais je suis tranquille à l'Ouest, ils ne viendront pas m'embêter. Je vais attaquer les Russes. Seulement, là, il y a un problème, c'est que Mussolini dit au secours. On m'a piqué des tas de petites îles, on m'a même piqué la Sardaigne. Mes Italiens sont beaucoup moins disciplinés que vos Allemands, ils vont peut-être pas apprécier. Aidez-moi, faites quelque chose. Et donc, on va dire, on va faire quelque chose, effectivement, on va vous aider à récupérer la Sardaigne et la Corse, avec une belle opération aéroportée. Et ça va marcher parce que les Allemands ont beaucoup d'avions, que les avions ne sont pas très loin, que les Français et les Anglais n'ont pas des bases aériennes dans le secteur suffisantes pour tenir le coup, ni assez de monde, que les parachutistes allemands sont, comme historiquement, compétents et chanceux, et ça va marcher. Mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont marcher. C'est les Français et les Anglais qui vont réussir à convaincre les Grecs, c'était pas trop difficile, il faut dire, que les Italiens allaient s'en prendre à eux un jour ou l'autre. En fait, les Grecs le savaient parfaitement. Mussolini avait fait des déclarations très méchantes contre les Grecs à plusieurs reprises, et ce qui fait que quand, historiquement, il attaquait les Grecs étaient parfaitement préparés. Là, les Français et les Anglais sont en meilleure situation. Ils disent aux Grecs, écoutez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si vous fichiez les Italiens hors d'Albanie, vous seriez quand même beaucoup plus à l'aise. Les Grecs disent, allons-y. Et les Italiens se retrouvent très mal. Et du coup, Hitler, qui espérait aller s'en prendre à Staline, est obligé de venir les aider, mais beaucoup plus qu'il ne l'a fait historiquement, parce que la tâche est plus difficile, il y a plus de troupes alliées, elles sont mieux armées, etc. Alors il va réussir, hop, il va les fiche dehors, il va arriver, voilà. En passant, il prend la Yougoslavie. En passant, évidemment, il va écraser les malheureux Yougoslaves qui ont toujours rien compris. Mais du temps a passé, on se retrouve, l'été est bien avancé quand il réussit à ses fins, parce que l'os des Franco-Anglais en Grèce a été beaucoup plus dur à casser que historiquement les quelques Anglais qui avaient pu être envoyés. Et du coup, on n'a plus le temps de faire la guerre à Staline. Il va falloir attendre l'année prochaine. Okay. Et ça, pour les Russes, c'est capital. Une chose que Jacques Sapir explique très bien, et qui fait partie des choses qui ont surgi dans l'historiographie depuis la chute de l'Union soviétique, et que des tas de dossiers ont été révélés au grand jour, et que début 1941, l'état-major soviétique avait fait 2 séries de wargames. C'est rigolo. Dans lesquelles Staline avait demandé à Zhukov de tenir une fois le rôle des Allemands, et Zhukov écrabouille dans ce wargame les forces russes, les forces soviétiques qui s'opposaient à lui. Ensuite, il dit, bon, et si vous preniez le rôle soviétique, et Zhukov montre comment il peut, en se repliant, tenir le coup. Et Staline lui dit, bon, c'est bien joli ça, mais est-ce que vous pensez pouvoir?
Zhukov lui dit, historiquement, hein, si les Allemands nous attaquent cette année en 1941, ça va être très très difficile parce que notre armée est dans un état de désorganisation épouvantable. Et Staline lui dit, commencez à la réorganiser. Et quand les Allemands attaquent, l'armée soviétique est en pleine réorganisation. Dans notre hypothèse, les Allemands prennent un an de retard Alors là, ils sont au et taquet. ils tombent sur une armée soviétique beaucoup mieux organisée. Pas l'idéal, ils vont se prendre des défaites énormes, ils vont prendre des pertes terribles, mais bien inférieures à ce qu'ils ont pris historiquement. Donc ça, c'est, tu vois, conséquence quand Oui, même, mais oui, sans, oui, sans- c'est- sans commune ouais. mesure. Alors maintenant, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est de revenir en France pour voir finalement ce qui se passe, puisque, comme tu l'as dit, le gouvernement légal est parti à Alger. Oui, c'est un pays, Non, mais il est parti à Alger. Donc, en fait, tu as bien évidemment toute la Chambre des députés qui est à Alger et qui continue de siéger, puisqu'on reprend les habitudes du gouvernement. Disons de les trois quarts. Voilà, les trois quarts. Mais alors, que se passe-t-il en France à partir du moment où les Allemands ont envahi la France, puisqu'il y a en effet ces courants d'extrême droite, Les miliciens, fascisants. tout Non, ça. non, ça c'est après ça. Ah, mais, ouais, ouais. Non, mais fascisants, j'entends Ouais. politiques, qui sont finalement assez contents qu'on remette un peu d'ordre dans cette Troisième République, bon, qui était instable, hein, mais qui en fait plaisait pas à tout le monde. Et là, Ben, les Allemands vont faire ce qu'ils ont fait historiquement dans d'autres pays en situation comparable. Ce qu'ils ont fait en Norvège. Et ils vont trouver un Quisling, qui dans beaucoup de pays est devenu pratiquement un nom commun. Et les Quisling français, il y en a. Hein. Il y a Doriot, il y a Laval. Qui vont se cacher le temps que... Et puis qui, dès que les Allemands seront bien installés, vont arriver en disant bonjour, je suis là et vraiment... Je parle bien la langue du pays, je peux vous aider. Et je suis un politicien français connu. Après tout, Laval a été président du Conseil quelques années plus tôt. Et voilà, et je pense que le gouvernement qui s'est enfui à Alger, c'est une honte, on n'emporte pas la patrie la semelle de ses souliers, et moi je veux bien faire la paix, sinon la fête, avec vous, messieurs les Allemands, qui êtes tellement corrects. Si bien peigné, bien habillé. C'est tout à fait ce que les Allemands attendent. Et alors, évidemment, on pourrait contester le choix des noms que nous avons choisis, mais les Allemands vont de toute façon trouver des Quisling. Ces Quisling, donc, ils s'appelleront probablement Laval, Doriot et quelques autres, et inévitablement, et assez vite, beaucoup plus vite qu'historiquement, les plus extrémistes, les plus pro-allemands, comme Doriot, vont déborder les plus timides, comme Laval. Mais ça va faire un gouvernement fantoche qui va s'installer à Paris. Aucune raison de s'installer à Vichy, puisqu'il n'y a pas de zone nono, il n'y a pas de zone non occupée. Donc le gouvernement fantoche va s'installer à Paris. Et seulement, quand vous êtes fonctionnaire français, quand vous êtes percepteur ou quand vous êtes commissaire de police, et que le gouvernement légal installé à Vichy vous dit faites ça, bon, vous le faites. Quand le gouvernement légal est à Alger, qui vous dit faites pas ça, et que c'est une bande de zozos qui vous ont toujours paru un peu bizarres, qui est à Paris, d'accord, mais dont tout le monde sait bien qu'ils sont à Paris uniquement grâce aux Allemands, qui vous dit faites ça, vous dites bon, évidemment les Allemands ont de gros fusils, mais quand même je suis un fonctionnaire, j'obéis à l'État, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais ce que les amis des Allemands me demandent de faire, mais je le fais mal. On me donne l'ordre d'aller arrêter tous les juifs de ce quartier. Ouais, bon, j'y vais, mais évidemment, la veille, toute la ville est au courant. Et oh, ça alors, ils sont tous partis. Comment est-ce possible? Espérons-le. J'aime bien cette hypothèse. Mais... On me donne l'ordre d'aller, de lever les impôts. Je suis percepteur, on me donne l'ordre de lever les impôts. Oh, je vais. Je vois très bien que monsieur machin, il en a mis voilà, ses récoltes. Mais je regarde d'ailleurs, parce que je sais très bien que si je lève les impôts, ils vont aller directement en Allemagne. Donc, comme je suis un fonctionnaire français et que je considère que mon ministre, il est à Alger, ben je regarde ailleurs. La résistance devient un petit peu plus institutionnelle et administrative, finalement. Oui, il ne faut pas oublier que de toute façon, là, la France est occupée. Dans le contexte historique,
On en parlait dans le train ce matin. C'est vrai que Hitler est quand même assez content que la campagne de France se termine rapidement et qu'il n'ait pas non plus une débauche de moyens à poursuivre pendant de longs mois, des morts supplémentaires. Mais ça ne va pas l'empêcher après de mettre de toute façon la France en coupe réglée. Hein. Oui, l'Alsace est occupée, est rattachée à l'Empire, à l'Allemagne. Il y a, en effet, toute l'économie de guerre part en Allemagne. Il y a plus d'1,5 million de prisonniers qui après vont travailler, ou soit sont prisonniers, soit après vont à travers, même si ça sera mis plus tard, dans le STO pour tout ce qui est en effet l'économie de guerre. Donc là, on va se retrouver quand même dans un pays occupé. Les gens aussi se rendent compte que l'Allemand, c'est pas ton ami. Les conditions historiques ont été apparemment, Hitler avait, pour amadouer le gouvernement Pétain, avait présenté des conditions apparemment assez gentilles, mais leur application a été beaucoup moins gentille, beaucoup plus dure. Et là, c'est évident d'emblée que les conditions d'occupation vont être extrêmement dures. Et les fonctionnaires français, ils vont faire la grève du zèle. Et comme tout le monde le sait, quand les fonctionnaires font la grève du zèle, ça devient très très pénible d'administrer un pays, de le faire tourner, de le faire produire pour les Allemands, de faire en sorte que les usines Renault... Quand les Allemands attaquent l'Union soviétique historiquement, une grande partie de leur parc de camions et d'automobiles est français. Et non seulement des véhicules qu'ils ont capturés des prises de guerre, mais encore des véhicules qu'on a obligeamment fabriqués pour eux. Là, ça change pas mal de choses. Ça se passe plus difficilement. Donc, on est à combien de temps Oh non, encore du temps, non, c'est pour savoir où. Alors, non, mais parce 42. Oui, non, mais c'est que ce qui est intéressant, on peut faire après une projection par rapport en fait à l'impact, là pour le coup politique, sur la fin de la guerre, Franck, et puis sur l'après-guerre, de cette continuation justement de. Alors, est-ce que tu veux parler un peu de l'Asie ou non? Je pense qu'il faut rapidement brosser sur ce qui se passe en Asie. L'Union soviétique va donc tenir beaucoup mieux qu'historiquement. Évidemment, ils vont subir d'énormes défaites. Que les gens vont considérer comme d'énormes défaites. À nos yeux, sachant ce qui s'est passé historiquement, ça va être beaucoup moins dramatique qu'historiquement. Nous envisageons que les Américains étant entrés dans la guerre, finalement, je passe évidemment le détail, la guerre en Europe se terminera sans doute plus tôt, disons 6 mois plus tôt. Ce qui paraît peu, mais ce qui est énorme pour certaines populations. Les États-Unis vont entrer en guerre tout simplement parce que de toute façon, ils auraient certainement fini par entrer en guerre pour se débarrasser d'Hitler à la longue, mais encore parce que les Japonais, eux, sont également poussés par une nécessité absolue, qui est que le gouvernement japonais, le gouvernement Tojo, qui s'installe en 1941, se dit, nous avons le choix entre continuer la guerre en Chine et subir des mesures de rétorsion économique des Américains qui vont mettre le pays à genoux. Ou alors on arrête la guerre en Chine. Mais si on arrête la guerre en Chine, c'est une perte de prestige épouvantable et on n'a plus qu'à se faire la chose honorable tous au gouvernement. Donc ils vont continuer la guerre en Chine et ils vont attaquer les Américains. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ils n'ont pas également. Et du point de vue de la préparation militaire, de leur préparation militaire, de la préparation militaire des Américains, ils savent qu'il leur faut attaquer avant le début de 1942. Parce que s'ils attendent, par exemple, la mi-42, ils savent que toutes les opérations qu'ils prévoient contre les Philippines, par exemple, vont être pratiquement irréalisables. S'ils avaient laissé 6 mois de plus aux Américains pour se préparer à la guerre aux Philippines, ils auraient échoué à prendre les Philippines, et ils le savaient parfaitement. Donc, ils vont déclencher la guerre à peu près à la date historique. Les Américains vont entrer en guerre, et les Japonais vont découvrir que quand on est un nain, on évite d'aller embêter un géant, même si le géant roupille. Et là, il va y avoir relativement peu de différence. Bon. Maintenant, l'après-guerre, donc les débouchés politiques d'après-guerre. On se retrouve avec une France dont le statut politique n'a rien de commun avec ce qu'il est à la fin de la guerre historiquement. La France, au lieu d'être un pauvre pays malheureux qui a fricoté ensuite avec les Allemands et qui a eu la chance d'avoir quelques hommes pour sauver l'honneur, mais la France est un pays héroïque qui a fait des choses absolument légendaires. Là, on considère qu'on
Oui, oui. Les opérations se terminaient après la guerre. Voilà. Parce que là, j'imagine qu'au bout d'un moment, on a des forces, on fait notre débarquement, nous, sans forcément Oui. les Américains. Parce que Les Allemands perdent en Russie, Et là, on ils vient, se font on- écraser ok. 6 mois plus tôt. Tout ça est raconté. Non, non, ça, pas encore. c'est plus tard, ça. C'est plus tard, d'accord. C'est plus Donc on tard. considère que. Là, ça s'arrête où là-dedans? Là, ça s'arrête Mars, au mai 42. déclenchement de l'offensive allemande en Union Voilà, soviétique. mai 42. D'accord. Mai 42. À cet état-là de la carte? Ou plus loin? Cet état-là de la carte. Non, c'est juste pour placer le Non, parce qu'en curseur. fait, alors à la oui. fin de, ici, ce qui se passe, c'est que les Anglais, les Français reviennent en Grèce, ça continue de se... Uniquement dans le Péloponnèse. Dans le Péloponnèse, Uniquement. voilà, en Donc, bas, voilà. Là, il y a une espèce de statu quo. Et donc, les Allemands D'accord. attaquent. Bon, Les détails sont dans cet ouvrage. Oui, oui. Pof, on fait notre débarquement, tout ça on a gagné, et puis Et puis, On est héroïque. On est héroïque, on est extraordinaire. Mais on est ruiné, on n'a plus un radis. Tout le liquide qu'on avait au début de la guerre, on l'a dépensé pour acheter des armes aux Américains. On a même une dette, en fait. On n'a pas une dette, on a le land-lease, le prêt-bail, Ouais, ouais. bon, qui a perdu. Mais on est ruiné, on n'a plus un radis. Alors, on a également des troupes coloniales à qui on a donné la citoyenneté française en échange de leur engagement. Ce qui fait que tout d'un coup, on se retrouve avec plein de citoyens français, là, non plus des indigènes, mais des citoyens français. Et des citoyens français qui vont pas tarder à dire que, bon, finalement, s'ils étaient citoyens algériens ou marocains ou tunisiens, ils seraient aussi contents. Hein, et qu'on s'est bien tous battus contre les Allemands, et là, c'est des citoyens. Et alors, évidemment, il y aura en France des gens qui vont dire, oui, c'est chez nous, l'Algérie, on ne va pas la lâcher comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens. de l'entretenir ou de le maintenir. Alors évidemment, on a une belle armée, mais cette belle armée est constituée de gens qui, pendant 4 ans, se sont battus fraternellement avec les gens à qui on pourrait leur demander d'aller casser la tête. C'est pas très... c'est de quoi hériter d'un putsch militaire en sens inverse, qui leur dirait il faut lâcher les colonies parce qu'on est copains avec eux. Alors que l'urgence, c'est quoi? C'est pas de garder les colonies, c'est de reconstruire la France. Et que pour reconstruire la France, on n'a plus de sous. Et on ne va pas aller balancer plein de sous pour envoyer des militaires faire la guerre aux Algériens et encore moins aux Indochinois. Alors, pour les Indochinois, c'est réglé. Parce que, évidemment, le Japon envahit l'Indochine française. Ça lui coûte plus cher qu'historiquement, où il lui avait suffi de demander la permission à Pétain de s'installer en Indochine. Mais ils y arrivent. Seulement, les Français en Indochine, s'ils veulent faire quelque chose, la seule chose qu'ils puissent faire, c'est de s'allier avec les indépendantistes, c'est-à-dire avec Ho Chi Minh, en leur disant, écoutez, à la fin de la guerre, vous aurez un home rule. Et les indépendantistes disent, ah oui, qu'est-ce que vous êtes gentils. De toute façon, le home rule, on sait ce que c'est, ça donne l'indépendance rapidement. Et tout le monde le sait, mais ça permet de faire passer la pilule vis-à-vis des quelques colons qui, évidemment, en Indochine, n'ont pas du tout la puissance qu'ils ont en Algérie. Donc, pas de guerre d'Indochine, peu de guerre d'Algérie, en fait, des opérations de police qui vont finir par s'arrêter lorsqu'il y aura des votes qui vont montrer que les citoyens français qui se sont battus pendant la guerre, ils sont toujours copains avec la France, mais ils ne veulent plus. En fait, une décolonisation à l'anglaise, comme celle que les Anglais ont connue, avec relativement peu de sang, relativement peu de morts. Peu de rancœur. Peu de rancœur, exactement, C'est peu de important. rancœur, avec une population pied-noir qui, pour une grosse fraction d'entre elles, va rester. Après tout, là-bas, il pleut, hein, tout le monde le sait. Hein. Bah, et puis, en plus, Franck, tu peux dire que... Voilà, j'en viens, mais c'est... Donc ça change tout. c'est- Ça Ah oui, change évidemment, tout évidemment. sur... Et je ne suis pas là, parce que moi aussi, mes grands-parents, ils étaient là-bas. Ils seraient restés, je pense, en Tunisie. Ils étaient. T'aurais monté tric-trac à Ah, Alger. en Tunisie. Ah, en Tunisie, moi. Ouais, c'était du côté Tunisie, tunisien. Bon, en plus, avec tout l'argent que le gouvernement français a déversé sur l'Algérie notamment, parce que évidemment, on était là, on n'allait pas rester là assis par terre en attendant que la guerre se termine. Il fallait bien construire des infrastructures, le chemin de fer qui est montré ici, d'ailleurs fort bien, qui exagère un petit peu, est devenu opérationnel. Le pétrole, mais le pétrole va commencer d'être exploité plus systématiquement. Il y a une chose, par exemple, pourquoi y a-t-il
à la fin de la guerre, on en a beaucoup parlé, les fameuses émeutes du 8 mai. On a parlé des massacres de Sétif, mais il n'y a pas que Sétif. Eh bien, en grande partie parce que les gens ont faim en Afrique du Nord en 1945. Et ils ont faim parce qu'il y a eu une épidémie animale épouvantable qui a décimé le cheptel nord-africain. Et la situation alimentaire en Afrique du Nord à ce moment-là est catastrophique. Et évidemment, ça donne des arguments aux indépendantistes qui déclenchent les émeutes de Sétif. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre hypothèse? L'armée française est là, et qui y a dans l'armée française à l'époque beaucoup, comme dans toutes les armées du monde, des tas de vétérinaires qui s'occupent des chevaux, Évidemment. et qui vont considérablement transformer la santé du cheptel nord-africain, parce que c'est pas qu'ils vont faire ça par gentillesse, par bonté d'âme, ils vont faire ça parce que c'est leur travail, c'est leur métier, c'est leur devoir de faire en sorte que le cheptel d'Afrique du Nord soit en aussi bonne santé que possible. C'est ces choses que le gouvernement français de De Gaulle n'a pas eu les moyens de faire historiquement. Le gouvernement français de notre hypothèse a tous les moyens de le faire. Donc, une chose en entraînant une autre, la décolonisation est beaucoup moins douloureuse, beaucoup moins d'amertume, et le statut de la France et donc ses relations avec les Américains sont également très différentes. Les Américains n'ont pas sauvé la planète, ils l'ont aidé à sauver, ce qui est différent. Le gouvernement français n'aura plus, comme celui de De Gaulle, soit, comme les gouvernements précédents, soit être le bon serviteur des Américains, soit être en opposition avec eux. Il va pouvoir traiter avec le gouvernement américain sur un pied d'égalité. Bien sûr. Ça change Donc, considérablement les choses. Ça change considérablement. Et puis là, on mérite notre place au Conseil de l'ONU, Mais bien évidemment. Et surtout, et on en revient un petit peu à l'introduction, pour nous, Français, il y a un orgueil d'avoir continué la guerre, mais il n'y a pas cette blessure. Bien sûr, oui, ça change complètement. Il n'y a pas cette humiliation extraordinaire qui fait qu'à la fin de la guerre, le gouvernement revient à Paris en vainqueur, dans un climat apaisé. Alors il y a peut-être une 4e République qui est créée. Il y a une 3e bis ou 4e, mais il est évident que les institutions vont être modifiées parce que le gouvernement s'est aperçu qu'il fallait absolument changer les choses s'il voulait que ça tourne. Mais quand le gouvernement rentre à Paris, quand la machine repart, c'est dans un esprit complètement... Alors, le film Le chagrin et la pitié, le fameux film qui a révélé à certains le fait que certains Français avaient collaboré, que finalement... Ce genre de film va se faire, mais il va se faire en disant une petite partie des Français. L'épuration n'aura pas la même taille. L'épuration n'aura pas la même taille, n'aura pas besoin. Et peut-être d'ailleurs qu'elle sera mieux répartie et que certains qui ont échappé à l'épuration historiquement n'y échapperont pas, là, parce qu'on n'aura pas besoin de les respecter pour ne pas diminuer la France. Ce qui a été dit dans l'immédiate après-guerre, c'est que la France était un pays de résistants. Et ce qui a été dit ensuite, à partir des années 60-70, c'est dans le fond, la France était un pays de collabos, on a tous collaboré, il y avait juste 3-4 résistants. Là, les choses seront, on va dire, la France a continué la guerre. Bon, il y a eu quelques traîtres, on leur a coupé la tête. Comme tout le temps. C'est une bascule de l'histoire qui est étonnante. Il y a une réflexion que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus où, je ne sais plus si je l'ai lu ou je l'ai entendu, sur quand on demandait aux gens entre 45 et 50-55 qui avait fourni le plus gros effort et qui avait le plus payé son tribut à la guerre, les gens répondaient en masse l'Union soviétique, les Russes, parce qu'ils avaient eu des pertes colossales. Et quand on demande aux gens maintenant dans le monde qui a payé le plus lourd tribut, qui a fait que la guerre est devenue ce qu'elle est, c'est les Américains. C'est fou le renversement d'opinion et de situation, alors sur des mêmes faits. C'est de la communication. C'est la communication. C'est Hollywood. C'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit. C'est aussi parce que l'Union soviétique s'est écroulée et que les partis communistes dans tous les pays qui maintenaient le fait que en voilant soigneusement ce qui s'était passé au début de la guerre et juste avant la guerre, le pacte germano-soviétique, etc., les communistes ont disparu. Donc ça a basculé de l'autre côté.
En tout cas, c'était une conversation extrêmement intéressante. J'imagine que tout est en détail là-dedans. Même si vous... Et sur notre site Et internet. sur votre site internet, on mettra l'adresse à un moment donné ou à un autre, même si, de manière anecdotique, votre point de bascule est un accident survenu un mois plus tôt ou 15 jours plus tôt d'une personne, il n'en demeure pas moins que si cet homme, dont j'ai oublié le nom, Cette femme. oui, mais Non, l'homme Reynaud, qui était Paul Reynaud. soumis à la femme, Paul Reynaud. s'il Paul avait eu un peu Reynaud, plus de... voilà, Parce que si Paul Reynaud avait tenu le coup, avait tenu Voilà, le coup, c'est ça. et il aurait pu, s'il avait Ouais. analysé la situation probablement un peu plus que les fesses de sa bien-aimée, il aurait pu avoir... il l'avait bien analysé, mais il a craqué. il a craqué, il a craqué. c'est- Ça offre des opportunités de wargame, puisque le positionnement qu'on a fait là, je ne sais pas si les wargames qui le proposent en démarrage de simulation, mais il peut être intéressant. Et si les troupes s'étaient placées ici, si c'était passé ça, allons-y, on commence une partie. Ça peut être intéressant en termes de jeu. Je reviens toujours au jeu puisque c'est notre propos. Bon, certainement, sauf que si on garde les mêmes règles, le joueur allemand va dire c'est même pas la peine que je joue, il va- je vais me j'ai faire déjà écraser. perdu. Ça doit être un ouvrage intéressant à lire. En tout cas, vous nous avez donné envie. On vous écoutait avec attention. Je vais de temps en temps jeter des petits coups d'œil sur ce que disaient les gens, puisque je le rappelle, même si vous regardez cette émission en VOD à la demande, en vidéo on demande, il y a des gens qui nous regardent en direct. Et manifestement, ils ont accroché à votre débit, votre flux. Tu as des questions Je peux prendre la chose et puis demander Tu s'il y veux a des questions. répondre à Mais quelques questions il va falloir que je me tape tout le. Ça va être très compliqué. Est-ce que quelqu'un qui est encore devant là a une question à poser rapidement? Voilà. Ça parle de la guerre d'Algérie. On a tous dans nos familles des gens qui ont vécu la colonisation et la décolonisation, qui ont vécu l'Algérie, la Tunisie. Ça, c'est sûr. Cette thèse. Non, pas de questions, mais c'était passionnant. De grands remerciements. Voilà, ça tombe. Gros merci. Il n'y aura pas de questions parce que je crois qu'on a été. Si on n'a pas été exhaustif dans l'histoire, je pense qu'il suffit d'aller lire ça après. En tout cas, je pense que ça a donné terriblement envie de se poser des questions. Alors moi, je voudrais assister à nouveau, peut-être. Vas-y, dis, Mais dis, à dis. nouveau, ce qui est intéressant dans le travail de Franck et de son équipe, Et de toute bien l'équipe, sûr, mais c'est c'est vrai bien que sûr, bien sûr. bon, dans le travail de l'équipe, c'est que il faudrait que pour une fois, et là c'est vrai que c'est le passionné d'histoire qui parle, on arrête de dire que perdre en 40, c'était écrit. Bien sûr. Voilà, il y a ça. Il y a Ça, Mais- c'est essentiel. Il y a eu des choix. Ces choix politiques, ils ont été faits, on l'a expliqué. Ils ont eu les conséquences actuelles, mais ce n'était pas gravé dans le marbre. On aurait pu faire autrement. Et il y a plein d'historiens, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui ont dit non, c'est pas possible, c'était une vue de l'esprit. Mais en fait, ils sont eux-mêmes intoxiqués. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, justement avec moins de passion, et peut-être moins aussi de contraintes politiques, voilà, on se dit, ah ouais, non, ça aurait pu se passer autrement. Il y a des tas d'études historiques bien qui sûr, bien sont. Et ça, c'est vraiment important, ça aurait changé les choses, et on le voit, et c'est pas une vue de l'esprit. Et ça, c'est le côté amateur d'histoire, mais moi j'ai tendance à dire ce qui s'est passé est passé. Par contre, ce que je trouve moi passionnant, en tant que pas amateur d'histoire et amateur et amoureux du monde dans lequel j'évolue en permanence, ce que je trouve intéressant dans cette vision-là, c'est que ça peut nous éclairer sur ce qui se passe autour de nous. Quand on essaye de nous imposer un choix ou une vision, quand on nous dit, on fait tinter une cloche, il est probable que quelque part il y en ait une autre. On n'est pas obligé, on vit dans un monde de complotistes en permanence. On n'est pas obligé de se focaliser sur du complot, sur le système, tout le monde nous veut du mal. On n'est pas obligé d'aller à toutes les extrêmes, mais il n'en demeure pas moins que quoi qu'il arrive, les choses qui se passent tiennent à des décisions humaines, des choix généraux pour le bien de tous et parfois des choix pour un bien. Voilà, le type, il avait une maîtresse, voilà, ça compte. Ça compte et ça fait des choix et des décisions. Et c'est important d'en prendre conscience dans le monde qui nous entoure. Et ce genre de choses, enfin, en tout cas, la manière dont vous l'avez raconté, je trouve ça très intéressant parce que ça reste, même si on peut le reprocher quand on est prof d'histoire et qu'on est marié à un homme qui écrit ce genre de choses, s'appuyer sur des faits, une histoire que l'on comprend, que l'on connaît, parce que cette histoire, on est abreuvé à l'école en permanence. C'est intéressant d'avoir un autre cheminement et de se dire que finalement, ce qu'on subit parfois, ce qu'on nous raconte, c'est pas forcément, non pas la vérité, mais c'est pas la seule vérité, que d'autres choix. Et D'autres choix étaient possibles. était possible. Et alors justement, Ah. pour montrer l'évolution, je pense qu'on va finir, on va achever Finir parce là-dessus. que Tiens, Franck, je te laisse montrer l'ouvrage. C'est un wargame récent, américain, d'accord. qui considère que Il est Si sorti la au France début. avait- France fights on. Ok. Voilà. Et ben si C'était on continue, possible. si on continue, qu'est-ce que ça donne? Ok.
Et le plus intéressant de ce wargame, c'est une petite phrase qui se trouve dans les notes du concepteur, qui est que sur les conditions de victoire, il dit que de toute façon, dès l'instant où la France continue la guerre, les Alliés ont gagné. Oui, ok, c'est important. Intéressant. Ah oui, continuer la guerre, c'est absolument fou. Merci Franck d'être venu jusque-là. Merci. Merci Guillaume de nous avoir amené Franck, c'était passionnant. Comme à chaque fois, ce qui est rigolo, c'est que je n'écoutais pas en classe en histoire. Mais alors, pas du tout. J'ai arrêté d'écouter, moi, début de 5e. Voilà. Mais ça reste passionnant quand des gens l'expliquent et le formalisent. Probablement sans cadre éducatif scolaire, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend du prof aussi. Exactement, ça dépend du prof. En tout cas, c'était très agréable à écouter. Merci à vous d'être venus jusque-là. C'était un alinéa spécial avec de l'Uchronie dedans, du wargame, du blabla. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt pour de nouvelles aventures. On va aller maintenant manger des hamburgers, ça vous dit? Hein, gloire aux Américains. Des hambourgeois. Des hambourgeois. J'ai envie de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire maintenant, Jenny Rye.